Encore et toujours un plaisir, madame, monsieur, de vous savoir très nombreux à nous regarder ce matin sur votre antenne avec 10-12. Le Zénith, bonjour à vous, bonjour à tous, merci de nous y rejoindre encore. Vous êtes chez Equinox Télévision, la chaîne sur la scène, la chaîne du peuple en même temps et au-delà de l'image. Nous avons l'objectif chaque jour de rendre compte. Scandale financier politique, 218 milliards de francs CFA, soit un peu plus de 335 millions d'euros. C'est le montant qui sera bien sûr englouti dans la construction du complexe sportif de Lembe. Aujourd'hui, un montant faramineux qui indique depuis des semaines au peuple camerounais en même temps très épris, justement et choqué bien sûr en sa majorité, qui demande naturellement aux acteurs politiques de lui donner bien évidemment les raisons fondamentales de ce budget qui frise aujourd'hui la gabegie financière et le détournement de deniers publics. L'affaire fait grand bruit aujourd'hui et des questions sont évidentes. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que les 55 milliards de plus qui seront assurément donnés par une banque pour finaliser la construction du stade permettra finalement d'avoir tout ce qui comprendra le premier projet à la base dans ce complexe, à savoir les hôtels, les stades, y compris les cours ou encore même la salle de cinéma, pourquoi pas les piscines. On en parlera bien sûr dans cette édition ce matin. Et au même moment où nous entrons en scène ce matin, il est important de le dire qu'une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux montrant des hommes en tenue mais surtout armés à la frontière du Cameroun et le Nigeria et qui aujourd'hui seraient rentrés dans une espèce de mouvement de libération du Cameroun. Que revendique-t-il exactement aujourd'hui? Devrait-on rester muet devant une telle situation? N'a-t-on pas le droit quand même de se poser toutes les questions fondamentales sur ce qu'adviendra du Cameroun si le pays est parsemé de part et d'autre justement des tensions et des crises en n'en plus finir? Bienvenue à vous, madame, messieurs. La grande famille est encore au complet ce matin. Charles Amel, Mbombo, Karine Santia, Dominique Audrey Oyengelek, ensemble unis pour la même mission. Installez-vous confortablement. Jusqu'à 12h, vous serez servis. Mbombo Bengan Kanje, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vos chers téléspectateurs. 1er mars, oui, mais Human Rights Watch revient encore avec un certain nombre de choses qui font relativement mal à notre pays, à notre armée. Mais soyons sûrs, nous savons que nous avons une armée professionnelle. Il peut y avoir des égarements, mais en fait, ne paniquons pas. Je pense que la situation reviendra à la normale. Nous restons bien sûr focus Mbombo Bengan puisque nous sommes le 1er mars 2021. Qu'en est-il de la journée internationale de la femme qui se célèbre tous les ans et le Cameroun également qui est devenu coutumier de ces célébrations? Dans quel climat les femmes fêteront-elles, autant pour moi, dans quel climat les femmes passeront-elles la fête de la femme ou la journée internationale de la femme? Doivent-elles encore cette année arborer le pain? Doivent-elles défiler? Et finalement, que dire de ce qui se passe avec le Covid-19? Madame, Monsieur, nous saluons bien sûr les femmes qui nous regardent ce matin. Bonjour à vous, Karine Santia. Bonjour, Michel Ngachou, et bonjour à nos téléspectateurs. Et on parle également du Covid-19 puisqu'en ce moment, des médecins camerounais, selon bien évidemment un chercheur au niveau de l'hôpital central, dénombrent 12 médecins camerounais qui sont aujourd'hui sous assistance respiratoire à l'hôpital central de Yaoundé. Dire finalement que le corps médical lui aussi est touché concernant le Covid-19. N'avons-nous pas le devoir, l'intérêt rapide de tout faire pour respecter les mesures barrières? Au moment où nous parlons en même temps, le Cameroun vient de s'octroyer, on va dire, des ambulances dont le coût fait parler plus d'un 7 milliards de francs CFA avec une certaine gamme. Le PNUD serait bien évidemment autour de cette action. Quelle interprétation en faire véritablement? On en reparlera. Charles Amel Bachou, bonjour. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour également à vous, Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je ne sais pas si je devrais dire félicitations ou bien dire merci ou bien mon admiration au doyen de la faculté de l'agronomie et des sciences agricoles de Tchang. Ouais. Parce que ce dernier, monsieur Bitom Oyono, a décidé d'interdire des tenues indécentes dans sa faculté. Désormais, si jamais un étudiant débarque là-bas en mini-culotte, en décolleté, en casquette, en short, en babouche et tout ça, il n'entrera pas. Je crois que c'est à féliciter. Et on devrait perpétuer le mouvement un peu partout parce que on est tous d'accord que le milieu estudiantin aujourd'hui ressemble à tout sauf
à des écoles. Vous faites vous aussi des parties de ces personnes qui m'ont fait parvenir le week-end des images, des élèves qui sont devenus, on va dire, un peu plus que ingérables dans les établissements au Cameroun. On parle bien sûr du lycée de Dedo. Il y en a 3. Il y a 3 lycées. 3 lycées. Donc vous les citez. Je vous ai envoyé 3 vidéos. Le lycée de Dedo. On avait J'avoue. lycée évangélique aussi, collège évangélique également, oui. Et il y avait un troisième. Voilà. Un troisième établissement où vous voyez des enfants en train de fumer, d'autres qui se déshabillent quasiment, d'autres en train de faire des trucs compliqués, vraiment compliqués. Et c'est dommage parce que ils sont en train de se filmer et après ça se retrouve sur la toile. J'imagine le choc des parents qui n'ont même pas idée de ce que leurs enfants sont en train de faire. Et à ce moment, on peut s'interroger. Où sont passés les surveillants de secteur à ce moment précis-là où les enfants sont en train de danser sur les tables, en train d'enlever les vêtements et tout. Hier encore, je regardais, je crois, le lycée de Dedo sur Facebook, 3 jeunes filles qui ont fait mine de stopper un moto-taximan. Ouais. Et lorsque le monsieur s'arrête, elles font mine d'être en train d'attacher leur lacet. Vous imaginez quelqu'un qui peut être courroucé, nerveux, il va les brutaliser. Après, on verra simplement que le moto-taximan ou bien le taximan a tapé sur les enfants sans savoir que ces enfants sont en train de faire, vous voyez, les genres de blagues qu'on fait en piégeant les gens là. Ouais. Oui, donc ça va un peu trop loin. Ouais. On a besoin de borner les choses en ce moment. Donc faites très attention, madame, monsieur, le vidéogramme tourne depuis des jours sur les réseaux sociaux. Montrant des élèves de ces établissements qui se sont pratiquement transformés en danseurs dans les salles de classe. Elles sont nues à certains moments. Les enfants qui prennent la cocaïne dans les salles de classe, ça se passe bien sûr au Cameroun. C'est bien sûr à dénoncer avec la dernière énergie. Les images sont là. Il faut à un moment donné s'arrêter quand même et se poser des vraies questions. Qu'est-ce qu'on fait de la surveillance dans l'établissement scolaire? Qu'est-ce qu'on fait de l'encadrement au niveau des établissements? Que disent les proviseurs? Et même d'ailleurs, les dirigeants de l'établissement aujourd'hui, devrait-on rester muets devant la dépravation dans laquelle nos enfants, nos petits frères et petites sœurs rentrent aujourd'hui dans l'établissement? Lycée de Komassi, lycée de Dedo et collège évangélique. Voilà. Les 3. Merci beaucoup de venir. Arrivé au lycée de Akribi. Également. Arrivé au lycée d'Akribi, le proviseur n'a pas tardé. Il a identifié les élèves et ils sont actuellement en exploitation dans un commissariat de sécurité publique à Kribi. Merci. Pour le cas de Kribi. Merci, M. Mbachou. Allez, avec vous, Dominique Audrey, ce matin, l'histoire de ce matin. Oui, l'histoire de ce matin nous a été rapportée hier durant la nuit parce qu'on a un couple. En fait, la femme du monsieur est détentrice d'une papeterie au marché Mbopi. Et comme toujours, elle est au contact des gens, elle a des clients qui entrent et qui viennent tout le temps. Donc puisqu'elle n'est pas tout le temps là, elle est sur plusieurs fronts. Il y a son fils qui gère la papeterie. Maintenant, parmi ses clients, il y a une jeune dame qu'elle a remarquée parce que celle-ci vient toujours prendre un petit carton. Et toutes les fois où elle a eu l'occasion de parler peut-être sur les doigts avec cette jeune femme, la jeune femme laissait exploser ses misères, ses déboires, ses problèmes. Non, ça ne va pas du tout, je suis seule, je n'ai pas d'argent, j'ai un enfant à charge. Mais le père de l'enfant, non, il m'a abandonné et je suis là, je souffre, je n'ai pas d'emploi et tout. La maman lui a dit, ma fille, il faudrait qu'on trouve le temps, qu'on essaye de s'asseoir et je vois dans quelle mesure je vais te donner une sorte de capital pour que tu puisses t'établir ou bien que tu élargisses ce que tu as déjà dans... Oui, même si c'est 5 000, même si c'est 10 000, vraiment, je n'ai rien, je n'ai pas grand-chose, mais je vais te donner. Donc, malheureusement, à plusieurs reprises où elles ont fixé un rendez-vous, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Le week-end dernier, vendredi notamment, la jeune dame est venue à la papeterie acheter un carton de cahiers. Et arrivée là-bas, au jeune fils de la maman, de la propriétaire, où est la mère? Non, la mère n'est pas là, elle s'est fait opérer, donc elle est à la maison. Elle appelle la mère dit que oui, ma fille, vraiment, on devait se voir, mais je suis malade et puis je me suis fait opérer, donc là, maintenant, je suis à la maison. La jeune dame dit à la maman que ok, je vais donc passer te voir à la maison, là je veux te voir quand même, tu es malade. Donc elle arrive à la maison, elle achète de l'eau minérale de façon symbolique pour donner à la maman que vraiment moi j'ai pas grand chose, mais prends quand même cette eau, tu vas boire tes médicaments avec. La maman dit ouais, pourquoi tu te déranges pour moi? Fallait pas t'inquiéter, mais tout de même, merci pour ce que tu me témoignes, l'affection que tu me témoignes. Donc la jeune dame, elle s'appelle Claudine Ouessé. Elle est sortie avec son enfant qui a sensiblement 3 ans, si je ne me trompe.
Un an. Oui, ok, l'enfant a sensiblement un an et demi. Par là, elle est juste grande, elle ne fait pas son âge. Elle dit donc à la mère que, bon, l'enfant a fait popo sur elle, il faudrait que j'aille acheter une couche jetable pour venir la changer. La mère dit qu'il n'y a pas de problème. Laisse l'enfant là, comme l'enfant était en train de jouer avec le chat, laisse l'enfant là et tu vas revenir. Et jusqu'aujourd'hui, elle n'est plus jamais revenue. Elle n'est plus jamais revenue. Elle a abandonné cet enfant avec la maman qui vient de se faire opérer du ventre, oui. Et le couple, c'est le couple Chua Jean Daniel, donc ça c'est le nom du mari. Effectivement. Ils se sont rapprochés au niveau du commissariat de 18e. Nous sommes dans le quartier de Locpom, là-bas. On leur a demandé de faire une déposition, mais ils ont dû rentrer avec l'enfant parce que les services sociaux à ce moment-là n'étaient pas là. Donc ils sont rentrés avec cet enfant. Donc voilà, le couple aujourd'hui ne sait pas par où on commence. Ils ne savent même pas où chercher. Les numéros de la dame ne passent plus depuis la journée de vendredi. Oui. On ne sait même pas quel est l'état de santé de cet enfant. On ne sait rien, en fait, de cet enfant. Donc, la maman de l'enfant s'appelle Claudine Wissé. Est-ce qu'on peut parler d'un cadeau pour cette famille-là, Dominique Audrey? On pourrait dire un cadeau, mais maintenant, je crois qu'il y a des circonstances qui entourent l'octroi d'un cadeau. C'est ça qui détermine si le cadeau est bon ou pas. Surtout que c'est un enfant. Oui, c'est un enfant. Et la maman, à cet âge, à l'âge qu'elle a, n'a plus la force de s'occuper, surtout qu'elle est malade. Ouais. Donc elle vient de se faire opérer, même porter l'enfant, elle ne peut pas. Elle ne peut pas aujourd'hui, elle ne peut pas. Oui, on pourrait dire que c'est une bonne chose qu'on lui ait donné un enfant qui va l'aider à faire ses courses, puisqu'elle est en train de vieillir. Mais comment est-ce que ça a été fait? Et comment vous analysez justement le fait qu'une femme vienne abandonner quand même un enfant chez une inconnue? Vous appréciez ça comment? Est-ce que c'est de l'irresponsabilité? Est-ce que c'est parce qu'on est dépassé par les événements de la vie? Est-ce qu'elle a sauvé l'enfant en abandonnant cette dame? Elle pense avoir sauvé l'enfant parce qu'elle regarde les avoirs matériels de la maman, qui est détentrice d'une papeterie. Et peut-être lorsqu'elle va faire ses courses là-bas, elle voit que les gens entrent et qu'il y a de l'argent qui circule. Donc, dans sa tête, elle se dit non, mon enfant vraiment ne manquera de rien. Et tout, là-bas il y a de l'argent, et là, oui, moi je peux être tranquille. Mais sauf que même lorsqu'on voudrait prendre ce genre de décision, lorsqu'on veut donner son enfant à une personne qu'on pense être à même de lui offrir ce qu'on ne peut pas lui offrir, il y a un certain nombre de préalables. Venir donner votre enfant comme ça fait que vous effacez complètement de la vie de cet enfant. Vous ne serez plus sa mère, l'enfant ne vous connaîtra plus. Alors que si elle était venue le faire de la meilleure des façons, en disant « Maman, vraiment, je n'arrive plus, je ne peux pas », peut-être cette maman lui aurait dit « J'ai une chambre quelque part qui me sert de magasin là-bas. Viens, tu vas rester avec ton enfant et tu vas m'aider à la boutique, par exemple. Ou bien tu vas rester ici à la maison, on développe un commerce, on fait de la nourriture et tu commences à venir vendre un bopi. » Par exemple, c'est un marché qui peut être... C'est une possibilité. Voilà, ça peut marcher. Ouais. Donc, elle n'a pas fait preuve d'intelligence à ce moment-là. Et il y a un peu d'immaturité venant de la part de cette dame qui n'a pas réfléchi sur le long terme. Elle s'est juste dit, voilà, je laisse l'enfant, je ne vais plus acheter les couches, je ne vais plus acheter le lait, je ne vais plus. Elle n'a pensé à l'impact direct que ça peut avoir ici. Mais demain, comment est-ce que ce sera? Est-ce que le fait de se débarrasser de cet enfant aujourd'hui va faire qu'elle puisse être dans l'opulence? Est-ce qu'elle pourra s'offrir tout ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle pourra avoir une vie tranquille? Est-ce que c'est l'enfant qui l'empêche de non. Donc, elle est simplement à l'image de la jeune femme irresponsable, paresseuse, qui ne veut rien faire. Parce que je me dis que lorsqu'on a des enfants à charge, lorsqu'on a un enfant à charge, sans forcément lui avoir donné la vie, on est une personne nouvelle. On se lève le matin simplement parce qu'il y a quelqu'un qui dépend de nous. Et ne pas se contenter d'avoir des miettes. Moi, je ne serais pas surprise qu'après s'être débarrassée de cet enfant qui a un poids, un fardeau pour elle, elle arrête même de vendre les quelques cahiers qu'elle avait. Et peut-être pour recommencer, qui sait, avec un autre homme qui va encore lui refiler une autre grossesse et après elle va recommencer. Donc maintenant, si ses parents ont la possibilité d'élever cet enfant, qu'ils le fassent. Si l'administration camerounaise peut les accompagner dans le processus d'adoption de cet enfant, qu'ils le fassent, parce qu'on ne sait jamais si cet enfant se retrouve de foyer en foyer, après pour être maltraité, après on peut la retrouver dans la rue en train de se prostituer. Donc il y a énormément de choses qui... C'est pas le premier cas de Carissontia. Il y a tellement de cas comme ça au Cameroun. Et c'est pas la première fois qu'on entend justement qu'une famille ou qu'une dame, qu'une personne choisisse
d'aller abandonner un enfant dans une famille. Alors, pour une première quand même, on a envie de comprendre. Responsabilité, je vais dire, la responsabilité qui revient justement à la famille d'accueil ou d'adoption, si l'on sera le cas. L'irresponsabilité de la dame, comment vous l'analysez, mais surtout comment vous appréciez le fait quand même qu'elle a le commissariat et qu'à ce niveau le service social n'existe pas, Karine Santia. Le service social a été rentré, donc c'est pas qu'il n'existe pas. Lorsque vous allez généralement au service social avec un enfant de ce type-là, on vous demande, parfois quand ce sont les nourrissons, on vous demande de rentrer avec. Oui, il y a des bébés, on vous demande souvent de rentrer avec le temps qu'on fasse la paperasse et tout, qu'on recherche les enfants parce que dans le service social, il n'y a pas une crèche pour garder les enfants. Il n'y a pas aussi non plus une maternelle où le service social prend les enfants pour aller déposer, sauf si ce sont des orphelinats. Vous voyez, et tout de suite là, on ne peut pas décréter l'enfant orphelin juste parce qu'on est venu le laisser au service social. Il faut d'abord mener une enquête. Et je pense que c'est pour ça qu'on essaie d'identifier la famille qui a retrouvé l'enfant. Et après, maintenant, on laisse l'enfant à la famille le temps de mener l'enquête. Je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, dans l'histoire de ce matin, on a affaire à une jeune femme qui est défaitiste et négativiste. Défaitiste parce qu'elle ne sait pas que l'avenir peut être glorieux pour elle avec cet enfant. Et négativiste parce que quand elle se lève le matin, elle pense déjà qu'elle a souffert, qu'elle souffre et qu'elle va toujours souffrir. Vous voyez? Donc pour elle, c'est que toute sa vie, c'est la souffrance et encore que l'enfant n'ajoute que souffrance sur la souffrance. Vous voyez quelqu'un qui se lève le matin, elle ne regarde pas son enfant et sourit. Genre, elle regarde son enfant et trouve que même si j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, voilà au moins la meilleure chose que j'ai faite de ma vie. Non. Quand elle regarde son enfant, c'est toi avec ta malchance aussi que tu es venu avec. Vous voyez? Il y a des femmes comme ça. Il y a des jeunes femmes comme ça qui, je ne sais pas si c'est Dieu qui fait, mais qui ont la maladresse de ne pas bien se poser les questions, de ne pas se poser les bonnes questions par rapport à certains événements qui arrivent dans leur vie. Vous savez que quand vous avez mené un certain type de vie ou encore vous avez traversé un certain nombre d'étapes et puis vous arrivez à avoir un enfant, soit c'est une manière pour vous de vous amener à vous calmer, à arrêter un certain nombre de choses et de vous recentrer sur au moins une chose qui donne un sens à votre vie. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'elle s'est posé la question. Et cette femme a pris le temps de mener les enquêtes sur cette maman. C'est pas le jour où elle est venue acheter les cahiers qu'elle a connu cette maman, jamais. C'est une fille qui a pris son temps d'observer la manière avec laquelle la maman la vit, ce qu'elle mange à midi, ce qu'elle prend quand elle mange, ainsi de suite. Donc cette fille, elle a pris le temps d'observer, de mener son enquête. Elle enviait la oui, maman, c'est comme ça. J'aurais voulu avoir une vie comme cette maman. Non, j'aimerais pas que j'aurais voulu avoir une vie comme cette maman, mais au moins cette maman pourrait être une bonne mère pour mon enfant. Déjà parce qu'elle m'a accueilli aussi. Non, parce qu'elle elle trouve que sa fille n'aura pas de manque en vivant avec cette maman. Ouais. En fait, c'est ça. Cette femme réagit avec le matériel, en fait. Donc, elle réagit pas comme genre. C'est pour ça que je dis qu'elle ne regarde pas son enfant le matin et sourit en disant voilà au moins une bonne chose que j'ai faite de ma vie. C'est pour ça qu'elle réagit en disant que tu vas même manger pour aujourd'hui, tu vas même faire comment, tu vas même faire comment. Elle le dit parce qu'il y a des femmes qui dans ces situations attachent l'enfant au dos et sortent chercher l'argent. Elles sont capables de marcher avec les oranges sur la tête juste pour trouver quelqu'un qui va acheter une orange et pouvoir nourrir leur enfant avec la prochaine boutique qu'on va trouver un yaourt. Elles sont nombreuses à Douala et dans d'autres villes du Cameroun, même ici, pas très loin de nous. Qui attachent les enfants. Il y a une dame qui se balade très souvent là dans la rue Equinox avec, elle vend des citrons, elle a son enfant au dos. Parfois, elle nous agace quand elle propose ses produits, mais fièrement, elle porte son enfant et elle vend ses produits. Il y a quelques jours, on a vu Madame le maire, je pense que c'était de quelle commune comme ça, je me trompe, j'ai oublié la commune. Sur une moto. Non, Madame le maire qui récupérait le bébé qu'a mis au monde une personne déréglée mentalement. Oui. Et le processus de récupération de cet enfant était tellement long qu'il fallait d'abord supplier. Après avoir supplié, il fallait appeler le voisinage qui devait distraire la maman et récupérer son bébé. Comme quoi, même étant folle, elle sait que voilà, elle a un enfant. L'instinct maternel. Du coup, j'arrive pas à comprendre comment elle a fait. Il n'y a pas de membre elle n'a pas de membre de famille, elle n'a pas de tante, elle n'a pas d'oncle, elle n'a pas de frère, elle n'a pas de soeur, elle n'a pas de maman, elle n'a pas de papa, je sais pas trop. Parce que dans ce genre de circonstances, ce que les femmes font, les jeunes filles font quand elles voient que c'est déjà ici, elles arrivent au carrefour ou à l'entrée du quartier, elles disent que marche comme ça, tu arrives là-bas, il y a une porte, entre là-bas, c'est le chevron et elle part.
C'est comme ça qu'elles font souvent. Parce que là, on sait au moins que l'enfant est avec la famille. Mais dans ce genre de cas, je ne comprends pas. Peut-être que cette maman est la mère du père de l'enfant, je ne sais pas trop. Mais je n'arrive pas trop à expliquer comment est-ce que la gymnastique qu'elle a utilisée pour sélectionner cette maman et laisser son enfant chez elle. Mais fondamentalement, il faut quand même comprendre. Qu'est-ce qui peut justifier une pareille attitude? C'est dire que la fille elle-même, à la base, Dominique Odel l'a dit, peut être une fille très paresseuse, peut être une fille qui est envieuse, une fille qui ne s'accepte pas, une fille qui ne s'assume pas en même temps, mais ceux qui ne comprennent pas qu'elle a un cadeau qui s'appelle l'enfant. Parce qu'il y en a d'ici, dans ce monde, qui voudraient au moins savoir un bébé, malheureusement, elles ne l'ont pas. Oui. Et en fait, c'est pas comme ça qu'elle a raisonné. Je peux bien imaginer justement, je veux dire, les millions de femmes qui, à travers la planète, veulent avoir un enfant, elles ne parviennent pas. Et qu'une, quand même, s'amuse à se comporter. 1 an, 6 mois. Et vous voyez que la un an, fille, 6 mois, certainement, elle se dit que plus tard, je peux revenir rechercher mon enfant, je ne sais pas trop. Parce que je vous assure que cette fille a pris le temps d'observer cette maman. Elle a pris son temps. Au moins, elle n'a pas tué, hein, parce que... Bon, oui, ça également. Oui, voilà. On salue qu'elle n'ait pas tué l'enfant. Voilà. On salue qu'elle n'ait pas avorté. Mais elle a quand même n'ait pas jeté l'enfant dans les toilettes. Elle a quand même fait 9 mois, Charles Membachou. Elle a porté un bébé. L'enfant est né normalement. 1 an et plus, justement. Elle choisit de quitter l'enfant, d'abandonner l'enfant. Qu'est-ce qu'il faut faire présentement? Appeler les familles, appeler le service social. Comment aider cette femme, celle qui vient d'être opérée, soit à bien accueillir l'enfant ou encore à tout faire pour retrouver la maman? Quelle est votre analyse de la situation ce matin? Monsieur Michel Ngachou, cette thématique d'aujourd'hui aborde la question de la gestion de l'étranger chez les Bantous. Ouais. Oui. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est la problématique, monsieur Michel Ngachou, des personnes plaintives. Chez les Bantous, on dit méfiez-vous ou alors éloignez-vous des gens qui se plaignent trop. Ah, monsieur Ngachou, je n'ai pas bien dormi. Ah, monsieur Ngachou, ma femme me dérange. Ah, je n'ai même pas mangé aujourd'hui. Ah, je ne sais pas comment je vais faire. Ah, donne-moi 100 francs pour prendre. Éloignez-vous de ces gens. Ces gens sont nocifs. Ils sont nocifs. Le Bantou ne se plaint pas trop. Vous avez des gens qui se plaignent et regardez que le côté avec lequel elle a pu attraper cette femme, c'est avec la compassion. Mon gars m'a abandonné. Mon gars m'a rejeté. Je ne parviens pas à nourrir l'enfant. Je ne parviens pas à allaiter l'enfant. Je ne parviens pas. Ouais, ma soeur, moi-même j'ai connu ça. Du courage. On va voir, je vais t'aider. Voilà. Vous voyez, et c'est ce côté-là qu'elle a mis en valeur. Elle a réussi à capter, M. Michel Ngachou. C'est l'enfant qui pleure devant toi. Mon père m'a abandonné, je suis perdu. C'est l'enfant là que tu prends au moment où tu quittes pour aller chercher, ou la maison de la radio, il est le chef d'un gang, on vous arrête, on vous agresse. Donc je peux vous dire que voilà le côté qu'on utilise. Aujourd'hui, il y a des stratégies que les bandits utilisent. On arrive devant votre maison, on dépose un enfant qui pleure, parfois 2 heures, 3 heures, l'enfant pleure, il pleure. Vous sortez, vous regardez l'enfant qui est en train de pleurer. L'enfant, alors qu'il a pincé l'enfant, vous dites, mais ça c'est quelle histoire ça? Qu'est-ce qui se passe? Vous ouvrez la porte pour dire, mais qui est venu abandonner l'enfant? Vous allumez, les gars sortent avec les armes, on vous prend. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui on a multiplié un ensemble de choses. Donc on s'éloigne. Autre chose, monsieur Michel Ngachou, on n'ouvre pas, le Bantou n'ouvre pas sa porte à n'importe qui. Ça veut dire... Le Bantou n'ouvre pas sa porte à n'importe qui. Pourtant le Bantou est hospitalier. Monsieur Michel, le Bantou, je dis ouvrir sa porte. Ouais. Je n'ai pas dit sa cour. Le Bantou reçoit l'étranger dans la cour. Vous n'avez pas accès à mon intérieur. Vous n'avez pas accès à mon intimité. Le Bantou n'ouvre pas sa porte à n'importe qui. Ouais. Tu es arrivé, oui, c'est pas parce que tu causes avec mon marché que tu es mon ami. C'est pas parce que tu causes avec moi dehors, on échange que tu es mon frère, tu es ma soeur. Non, monsieur. On arrive, je te reçois dehors pour te démontrer que, messieurs, nous n'avons pas encore un lien de familiarité. Ne vous confiez pas à l'étranger. Vous avez des gens, pour un peu qui rencontre quelqu'un, il commence à vomir son être. Et il raconte, oui, tu sais, moi, j'ai connu ça, j'ai eu une enfance difficile. On vous prend en sympathie, vous ne connaissez pas l'intention avec laquelle l'autre vient vers vous. L'autre chose, monsieur Michel Ngachou, on ne commissionne pas l'étranger. Le Bantou, on ne commissionne pas l'étranger. L'étranger est considéré comme étranger, il est assis. La réserve du Bantou, c'est un verre d'eau. Lorsque vous recevez quelqu'un chez vous, même la Bible,
que lise Dominique Audrey, Karine Sontia et Claire, lorsque vous recevez quelqu'un, offrez-lui un verre d'eau. C'est ce que la Bible demande. Et ça, c'est un principe bantou appliqué depuis. On donne d'abord de l'eau avant de... une bonne manipulatrice. Oui, elle a joué son jeu. Elle a joué son jeu. Mais monsieur Michel Gachou, cette fille connaît votre maison. Et elle sait que vous ne pouvez pas déménager. Elle sait que vous lui avez dit dans quelles conditions vous vivez dans cette maison. Vous lui avez déjà raconté depuis combien de temps vous êtes là. Elle connaît votre boutique au marché. Elle sait que du jour au lendemain, vous ne pouvez pas abandonner votre boutique. Si vous n'êtes pas là, c'est X ou Y qui est là. Elle a votre numéro de téléphone. Par conséquent, elle a les 3 identifiants ou à temps et à contre-temps. Elle peut vous retrouver alors que vous ne savez rien d'elle. Vous l'avez prise en affection, monsieur Michel Gachou. Ouais. C'est comprendre une domestique et la mettre à la maison. La dernière chose et par laquelle je vais terminer, on ne donne pas certaines libertés, monsieur Michel Gachou, à l'étranger. Quand l'étranger arrive chez vous, ce n'est pas à l'étranger d'aller faire une course. Il y a des enfants dans la maison. Vous pourrez dire à l'étranger, comme j'étais laissé dehors, j'arrive, vous fermez la porte centrale en principe. Maintenant, la maman est malade. Que ce soit à la maison quand même. Hein. Non, ça peut arriver. Mais je dis dans cette situation, cette fille, elle s'appelle comment là? Vous avez donné son nom. Son nom, c'est Claudine Wessé. Claudine Wessé Tapa. La mère de l'enfant. Claudine Wessé Tapa, elle a bien organisé son jeu, monsieur Michel Gachou, très bien organisé son jeu. Elle est venue déposer l'enfant. Est-ce que ce couple à qui elle abandonne aura des moyens? Et un âge, vous pouvez plus vous occuper des petits-enfants. Et un âge, vous ne pouvez plus regarder. Ça suppose que c'est une charge supplémentaire. Va-t-elle revenir? Ne va-t-elle pas revenir? Faudrait-il abandonner au commissariat? Pourquoi le commissariat ne récupère pas pour passer après enquête au service social? Vous voyez dans quelle situation on se retrouve. Est-ce que cet enfant sera bien traité? Vraiment, si les familles... Alors, si les familles peuvent... L'enfant aujourd'hui, quand vous regardez la situation dans sa globalité, qu'est-ce que vous dites justement de l'avenir de cet enfant? Devrait-on laisser cet enfant entre les mains du service social? Puisque la loi... S'ils prennent également, encore qu'on sait exactement comment certains enfants sont traités dans certains... centres de services sociaux aujourd'hui, devrait-on laisser cet enfant au service social? La maman devrait-elle prendre cet enfant comme cadeau? Et finalement, quel avenir peut-on lire pour cet enfant-là? Le 1er mars 2021 au Cameroun, il est difficile de répondre à vos questions. Pourquoi maman déjà? Mais parce qu'il y a un délitement social sans pareil. Les services sociaux n'existent que sur le papier. Ouais. Nous vivons dans un règne d'insouciance totale, de paresse, de tout. Ce qui fait que les 2 ou 3 Camerounais qui sont encore mus par des idées, j'allais dire, de société, de solidarité, sont toujours, chaque fois, victimes de fémania, de tout, au point où il est difficile de savoir qui peut faire vraiment, qui peut participer à l'épanouissement de la société aujourd'hui, puisque l'État est absent. L'État est absent, les gens se comportent comme s'ils étaient en transit chaque fois, donc c'est difficile. Parce que, en fait, ici, vous voyez que le Bantou, pour chez le Bantou, l'enfant est une bénédiction. Donc, à la suite de ce que Charles Hamel disait, une fille qui accouche sans aller en mariage, même si le garçon l'a abandonné, la famille est là. Mais celle-ci, elle n'a pas de famille. C'est peuplé. Donc, quand on se trouve, donc peut-être que même dans nos familles, chacun s'assoit, Dieu le pousse. Ça veut dire justement que le délitement social est grave. Au niveau des familles. Au niveau des familles, c'est grave. Et j'aime vous rappeler ça ici. Parce que lorsque nous, les Bantous, nous avons commencé à pleurer cette histoire-là, l'Afrique noire a quand même organisé un colloque à Yaoundé. Oui. C'était du 7 au 11 avril 1987. Le titre du colloque était « La famille en Afrique noire ». Est-ce qu'on est au courant de ce colloque-là, malheureusement? Justement, si on était dans un État sérieux, il y a un ministère des Affaires sociales, le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Donc, les histoires du 8 mars, on aurait laissé le pagne et revenir à questionner ou à revenir avec les recommandations de ce colloque-là. C'est la première fois qu'était née l'expression « la parenté responsable ».
Parce que chez nous, vous avez entendu l'image de la folle qui ne veut pas laisser son enfant partir. C'est ça l'Afrique. C'est-à-dire la fille qui accouche, si elle est abandonnée par l'auteur de la grossesse, ou peut-être l'auteur de la grossesse est décédé, ou bien il y a eu des choses du genre, on ne sait pas, la famille récupère l'enfant, lui donne un statut. Et on chemine ensemble. Est-ce qu'on ne peut pas se plaindre ici fondamentalement de la famille même de cette fille? Justement, elle est absente. C'est absente justement. Absolument. Parce que si la fille vient quand même poser un acte pareil, on va quand même... Parce que vous savez, on dit très souvent chez nous que dans votre famille, s'il y a un fou, c'est pas le fou qui a honte, mais c'est vous, la famille qui avait honte justement. Parce qu'il faut bien encadrer ce fou. Mais si on se rend compte qu'il y a un fou dans cette famille, que cette fille est peut-être difficile à encadrer, la famille devrait-elle l'abandonner? Non, même si vos parents sont décédés, parce qu'on a eu ça, même pendant les guerres de Maquis et tout. Vous regardez d'ailleurs quelle solidarité les Camerounais ont face à ceux qui sont victimes des affres de Boko Haram et les victimes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Regardez comment on les accueille. Ça a été comme ça. Comment quelqu'un pouvait quitter Poli pour venir chercher le travail à Douala alors qu'il ne connaissait même pas la langue? Il allait jusqu'à Ambam, il ne connaissait pas la langue. La première industrie que les Allemands créent au Cameroun, c'est à Sombenga, c'était une savonnerie. Et si vous arrivez à Sombenga aujourd'hui, il y a un quartier à Oussa. Alors qu'ils y ont arrivé, ils sont arrivés là-bas en mars 1885, ils ne connaissaient même pas la langue. Traversaient les fleuves et tout, et chaque fois on accueille, et Chalamel a relevé ça. Chez nous, c'est quoi? Il y avait sur chaque cours, à chaque concession, un régime de bananes qu'on accroche, les papayes, des saisons de mangue aujourd'hui, tout, une bouteille d'eau, dans une calebasse d'eau, pour l'étranger. Oui, pour l'étranger, et surtout des lits au véranda. C'est dit que dans la globalité, on doit comprendre que la solidarité a disparu. Il y a eu un délitement, comme on le dit. Mais maintenant, il faut quand même... Est-ce qu'il faut réinvoquer cela rapidement, mon Bengan? Parce que là, la maman est... Cher ami, quand on est perdu, on revient pour chercher la route principale, non? Effectivement. Mais constatons qu'on est perdu. D'abord. Constatons, observons que nous sommes perdus. Quand on est perdu, on ne peut plus continuer dans la perdition. On reste, on s'assoit, on se dit, mais le chemin est où? On revient retrouver le chemin. Donc ici, par exemple, pour cette maman, je dirais qu'elle n'abandonne pas. Elle est dans cette situation compliquée. Mais comme ils ont son mari aussi, ils ont bien fait d'aller vers les services sociaux, qu'ils y continuent. Et que le service social fasse vraiment d'enquête. Parce qu'à chaque fois, on dit souvent que l'histoire évolue par les crises. Donc voilà une situation qui arrive. Est-ce que ça peut ramener, redimensionner le comportement mental de nos délégués régionaux ou départementaux, du ministère de la condition de la femme, de la famille, ou tout ce que vous voulez? Est-ce que ça peut les interpeller pour revoir, pour refaire des colloques, ainsi de suite? Mais surtout, je vous demanderai humblement, le ministère des Affaires sociales a un budget pour ça. Alors, donc, pour cette femme qui sort de l'hôpital, on l'accompagne pour élever cet enfant avec une nounou, avec quoi, je n'en sais rien, mais au moins qu'il y ait des petites commodités. À la suite justement de votre analyse, de votre appréciation, Bonbon Bengan, peut-être ce sera le temps de dire aux Camerounais qui nous regardent ce matin, Monsieur Ngatu vous demande de réorganiser un pareil colloque, organiser des conférences, parlez-en. Il y a plein de femmes qui vous regardent, Bombo, qui sont épris justement par vos conseils. Est-ce que ce n'est pas l'occasion, vous aussi, quand même, en tant que Bonbon Bengan, vous pouvez le faire pour ce peuple-là? Prenez les choses. J'ai commencé, vous savez comment on m'a répondu? Non. Bon, laissez-nous avec votre antiquité, là, nous on évolue. Mais tu l'as dit, dans l'évolution, c'est où? Quand vous abandonnez les enfants que vous accouchez? Voilà la réponse qu'on nous donne. Nous avons constitué un groupe, justement. Et depuis 2015, on essaye de voir, de revenir aux fondamentaux qu'on n'aurait pas dû perdre. Aviez dit donc, c'est votre antiquité. Bon, on se trouve dans une situation compliquée, mais il faut gérer le problème. On abandonne. Non, on n'abandonnera pas, bien entendu, parce que en fait, pour nous les Africains, il faut parvenir au bien-être de l'humanité. Merci beaucoup, Mourou Bengan. Merci à vous, madame et messieurs, qui nous regardez. Vous connaissez bien sûr les plateformes sur lesquelles il faut réagir. 10-12, le Zénith, pour vous qui nous regardez sur Facebook ou encore Equinox TV. Toujours sur Facebook, madame et messieurs, restez des nôtres. Dans un instant, La colère, signé Charles Amembatou.
Je m'interroge ce jour sur la question de la pétition signée par les députés visant l'extradition de certains Camerounais de la diaspora américaine. Je m'interroge sur la question de la pétition signée par 62 députés sur les 180 que compte ce pays à l'endroit de Joe Biden, président des États-Unis. En rappel, tout a commencé par un échange de lettres adressé au président des États-Unis par une quarantaine de membres du Congrès des États-Unis le 17 février 2021. Joe Biden est le secrétaire du département de la sécurité intérieure. Les signataires de cette correspondance ont conseillé le rapatriement au Cameroun des dizaines de ressortissants camerounais entrés illégalement aux États-Unis. Selon les parlementaires américains, les personnes impliquées se sont retrouvées illégalement sur le sol américain après avoir fui les violences dans le nord-ouest et le sud-ouest et une fois au Cameroun risquaient d'être capturées ou exécutées. Dans une autre pétition adressée aux locataires de la Maison-Blanche, dont une soixantaine de délégués camerounais, parmi lesquels Joshua aussi du Front social-démocrate, a insisté pour dénoncer les informations contenues dans la correspondance des parlementaires américains en insistant sur le rapatriement des diasporiens tels que contenus dans les différentes adresses du chef de l'État depuis décembre 2020. Il faut le dire, depuis décembre 2020, dans chaque adresse du chef de l'État à la nation, il y a cette précision. Devrait-on conclure que les parlementaires ont agi de leur propre chef? Ou alors, ils ont agi sur haute instruction de qui? Point d'interrogation. Sinon, quelle est l'identité de l'initiateur d'un tel projet au moment même où l'ensemble des partis impliqués peinent à s'asseoir? That is the question. C'est la question qu'on se pose parce qu'il y a eu plusieurs actes barbares posés qui ont nécessité l'intervention des parlementaires et jusqu'à ce jour, rien. Arrive-t-on à ce niveau du fait que le conflit dans les régions anglophones du Cameroun s'est embourbé? Point d'interrogation. Arrive-t-on à ce niveau du fait qu'il n'existe aucun dialogue entre Yaoundé et les séparatistes qui campent sur leur position, du fait qu'elle est mise sur une victoire militaire et refuse toute discussion sur la forme de l'État, et l'autre qui exige l'indépendance avec en point commun la violence tous azimuts? Comment comprendre la signature, posons-le comme ça, lorsqu'on sait que monsieur le vice-président national du Social-Démocratique Front, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2018, avait déploré avec véhémence la négligence et la mauvaise gestion de la crise par le régime en place durant le contentieux post-électoral, rappelons-nous. Souvenons-nous encore que Joshua aussi, puisqu'il s'agit de lui, déclarait le 28 novembre 2019 que le SDF n'ira pas aux élections législatives et municipales si la crise anglophone perdure jusqu'en février 2020. Comment donc comprendre avec étonnement ce qui s'est passé ces derniers jours? Comment comprendre ces pétitions dont la sortie de la vie de l'honorable Jean-Michel Nitieux ne va qu'attiser le feu dans la crise qui n'a que trop duré dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Comment comprendre cette pétition signée par les parlementaires qui n'a malheureusement, disons-le comme ça, oublié qu'il y a une session qui devra être composée en mars et que c'est au travers de cette session qu'on pouvait imposer ou introduire la question de la crise anglophone? Rappelons-nous, pour le dire, que les députés du SDF avaient eu à bloquer toute une session parlementaire en novembre 2017 pour exiger l'inscription de la crise anglophone à l'ordre du jour. Quel sera donc le poids de cette correspondance lorsqu'on sait que jusqu'à ce jour, l'Assemblée nationale n'a jamais débattu de cette question en séance plénière? Mieux, comment comprendre que 62 députés interviennent et envoient une correspondance pour critiquer la posture des membres du Congrès américain sur l'extradition des compatriotes domiciliés aux États-Unis, alors que l'Assemblée nationale n'a jamais débattu de la question de la crise anglophone, ni en séance ordinaire,
ni encore moins en extraordinaire. Qu'a-t-on fait des principes actés lors de la tenue du grand dialogue national concernant la résolution de cette crise avec le principe du dialogue inclusif? Pourquoi rédiger une telle pétition avant la tenue de la session de mars? Mieux, où elle aurait eu à prendre les résolutions à l'issue d'un débat en séance plénière. La réaction de ces 62 députés, sans aucune façon, repose le débat sur, d'une part, la véritable position du gouvernement, d'autre part, sur l'honnêteté des parlementaires, et enfin sur les prétendues avancées de la crise telle que présentée par les membres du gouvernement, notamment le ministre de l'administration territoriale, qui à chaque fois s'est profondu en disant « Ils sont assommés, ils sont à terre, nous les avons écrasés, regagnez vos différents villages. » Les chefs l'ont fait, mais malheureusement pour quelle suite? À quel niveau se situe le dialogue politique inclusif entre les différents protagonistes du conflit après le grand dialogue national? Mieux encore, entre le pouvoir et ceux maintenus dans les geôles. Comment comprendre les agitations en l'absence de tout débat parlementaire sur cette crise? Devrait-on conclure à un blocage dans la résolution de la crise entre les mouvements conséquents des pensionnaires du DDR, de Boya, de Mora et Bamenda, la montée d'un cran de la violence contre les forces de défense ou encore la toute récente demande d'extradition des protagonistes? Est-ce que cette extradition, terminons par là, mettra un terme à cette sale guerre? Question posée bien sûr ce matin dans la colère signée par Charles Membachou. Madame, Messieurs, avez-vous vous aussi des réponses? On attend vos réactions. Et on le sait, ça bouge énormément sur les réseaux sociaux quant à la pétition signée par ces 62 députés de l'Assemblée nationale, parmi lesquels l'honorable Joshua aussi du Social Democratic Front, qui serait devenu aujourd'hui, on va dire, l'élément qu'il faut absolument manger, parce que depuis ce matin, nombreuses sont bien sûr les presses et les unes qui sont parues et qui à leur une d'ailleurs, on fait écho sur la signature de Joshua aussi, qui tente tant bien que mal de se justifier à travers une énième correspondance rendue publique depuis samedi dernier. Le vin est tiré. C'est la cantine, non? Il faut bouffer. Alors, je voudrais, avant de passer la parole à Mbombo, peut-être qu'on apprécie rapidement Dominique Audrey. Non, allez-y avec Mbombo. Non. Je complétais juste, parce que vous avez dit, vous ne comprenez pas pourquoi la presse. Le vin est tiré, les correspondances ne serviront plus à rien. Mais justement, comment vous comprenez quand même que 62 députés se mettent ensemble? Si à quel moment? renvoie bien sûr au Congrès américain et aux sénateurs américains une pétition ou une lettre en leur disant le Cameroun va bien, le Cameroun est en paix. Sur 180 quand même, que 162 se mettent de côté, ça ne montre pas qu'il y a un schisme même au sein même du Parlement. C'est ça qu'on appelle les messes de minuit, non? Ouais. Ça fait partie des messes de minuit peut-être. Aller signer des trucs bizarres comme ça, sans que personne n'en sache rien, sans que ce ne soit compréhensible. Donc, si le Cameroun va bien et qu'il n'y a pas de problème, comment comprendre l'incarcération de Bibou Nissak, Salomon Béas et le professeur Foguet? Oui. Comment ça s'explique? Et c'est compréhensible qu'on ait eu monsieur Nietzsche qui en ait été offusqué, parce que la présence de monsieur aussi appelle à se poser énormément de questions. Énormément de questions. Rendez-vous compte que dès l'annonce de l'extradition de ces Camerounais, la même Human Rights Watch a estimé que non seulement les Camerounais, mais des ressortissants d'autres pays ne pouvaient pas rentrer dans leur pays et qui devaient bénéficier d'une protection spéciale. On ne peut pas les renvoyer parce que les pays desquels ils viennent ont des problèmes. Donc s'il y a la paix au Cameroun, ça veut dire que Ngarbou c'était dans notre tête. Ça veut dire que Kumba, c'était dans notre tête. Ça veut dire que nous, on se fait des films. Maoto, si vous voulez. Oui, ça veut dire que vraiment, ce qu'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a aucun problème. Ça veut dire que monsieur, c'est Founon, celui qui a été chicoté la dernière fois. Founon. Oui. Ça veut dire que c'était une série. C'est les séries de Mitumba, quoi. Oui. Qu'on est en train de tourner et qu'on met à la face du monde. C'est ça. C'est pour ça que beaucoup de Camerounais ici ont une sorte de déception. Et cette déception est compréhensible. On se serait attendu à ce que ces Camerounais, en réalité, là où ils sont là-bas, ne dérangent pas le Parlement. Ça ne dérange pas. En fait, ils ont envie de dorer l'image
du pays en disant non mais renvoyez-les, il n'y a pas de problème, renvoyez-les. Et c'est bizarre qu'un opposant se retrouve dans cette position. Mais quel opposant quand même? C'est quand même Joshua aussi. C'est quand même le premier vice-président du Social Democratic Front. C'est quand même celui-là qui, à un moment donné, s'est retrouvé avec d'autres députés du Social Democratic Front à l'hémicycle de Ngouakele et imposant que la question de la crise anglophone soit étudiée au sein du Parlement. C'est pour ça que les Camerounais ont mal. Ce revirement. C'est pour ça que les Camerounais ont mal. Les Camerounais souffrent dans leur chair. Et Dieu merci, Monsieur Nietzsche semble être un personnage qui n'a pas de magasin. En fait, dont le ventre n'est pas le magasin. Il dit les choses lorsqu'il faut que les choses soient dites. Et à côté de ça, ça appelle également à interroger le rôle de nos députés. C'est quoi leur fonction? C'est quoi le job? Charles Hamel aime bien dit le job description. Contrôle de l'action gouvernementale, oui. Hein, et justement valider les lois qui sont proposées au Parlement. Donc les actions du gouvernement sont bonnes, sont louables. On parle des jeunes Marocains depuis qui dorment devant les ambassades parce qu'ils n'ont pas leur argent. À aucun moment on les a vus. À aucun moment on ne les a vus sortir pour dire non mais ce sont nos ressortissants, ce sont nos enfants, ce sont nos petits frères. Il faudrait qu'on fasse quelque chose pour eux. C'est juste pour dire aux États-Unis, non, vous n'avez pas de leçon à nous donner, vous ne pouvez rien nous dire. Hein? Il n'y a rien, renvoyez-les ici. Et que va-t-il leur arriver ici lorsqu'ils vont revenir? C'est bien dommage. Et bien évidemment, dans cette pétition renvoyée au congressman et au sénateur américain, il est ici question pour cela, pour les 62 députés qui ont bien sûr signé ceci, ils semblent quand même faire comprendre aux États-Unis, Karine Sonsa, qu'il s'agit là de l'ingérence des États-Unis dans les questions internes des pays concernant bien sûr le Cameroun avec la crise anglophone, qui fait débat depuis 5 ans déjà aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui peut bien justifier au-delà de ce qu'ils qualifient d'ingérence, mais surtout l'appel au rapatriement des Camerounais qui, selon eux, sont des Camerounais pour lesquels il faut tout faire pour s'en écarter, parce que c'est ceux-là qui, semble-t-il, ternissent l'image du Cameroun à l'étranger. Quand vous mettez de la musique dans votre maison, avec les baffles, et que ça dérange le voisinage, vous êtes conscient, mais vous restez tranquille, parce que la musique vous arrange. Et puis, quand le voisinage commence à réagir par rapport à votre musique, c'est là où vous vous rendez compte qu'en fait, la musique là dérange les autres, mais je m'en fous. Ce qui se passe avec l'Assemblée nationale du Cameroun, c'est que on peut comprendre cela comme la manifestation même de la honte. Quelque chose est dans votre maison depuis. Un problème entre vous, vos frères et vos enfants. Vous ne réussissiez pas à introduire le débat de ce problème dans la réunion de famille. Il faut qu'un voisin lointain qui vient souvent chez vous vous rendre visite, soulève le problème dans sa réunion de famille pour que vous vous rendiez compte qu'il n'a même pas le droit de parler dans vos problèmes de famille. Alors que depuis vos problèmes de famille font du bruit partout. Ouais. C'est avec ça que je veux expliquer. Quand vous comprenez cette situation, vous vous rendez bien compte que c'est un gros déni qui est en train de se manifester. Je ne veux pas faire les débats de personnes, mais il s'agit de 60 députés. Là déjà c'est 62 députés qui n'ont pas réussi à faire une même pétition pour que la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, la commission des présidents de l'Assemblée nationale introduise cela en débat. Moi c'est ça mon problème. Vous savez qu'il y a un problème, vous savez. C'est pas comme s'il y a la paix, c'est pas comme si tout va bien. Ils ont dit que tout va bien. Mais non, ils ont dit dans cette pétition que tout va bien. Voilà. Ils répondaient pourquoi si tout va bien. Quand ça va bien, on n'a même pas besoin que les gens crient et on ne s'intéresse pas à eux. Quand ça va bien chez vous, vous n'avez même pas besoin que quelqu'un parle. Ça ne vous intéresse pas ce qu'il dit. Mais c'est parce que ça va mal qu'il faut cacher je ne sais quoi. Maintenant, c'est vrai qu'on va nous dire de ne pas entrer dans les émotions et tout. Mais quand quelqu'un meurt, on pleure, c'est l'émotion. Très bien. Quand à l'Assemblée nationale, le président fait le discours et tag les personnes, c'est l'émotion. Maintenant, je peux comprendre aussi la sortie des députés parce que dans plusieurs de ses discours depuis 2017, le président de la République tense les puissances étrangères d'abriter les personnes qui financent la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le président de la République l'a plusieurs fois dit. Est-ce que c'est par rapport à ce que le président de la République a dit qu'ils sortent? Parce qu'ils ont eu déjà plus de 8 sessions où ils pouvaient sortir pareillement et dire des choses pareilles.
et sans attendre que une précédente sortie se fasse. Pourquoi ce n'est que 62 députés comme Pourquoi qui parlent 62 sur 180? Les autres ont-ils refusé de signer? Bon, c'est vrai c'est vrai qu'au Congrès américain, c'est pas tous les congressmen aussi qui ont signé ces 40. Donc maintenant, ce qui nous intéresse en fait, c'est que avec cette même énergie, introduisez cela en débat à l'Assemblée nationale, faites en sorte que le Sénat en parle pour éviter que les autres ne parlent de notre problème plus que nous. Si on ne veut pas parler d'ingérence. D'accord. Alors, la question, bien sûr, est très importante, madame, monsieur, puisqu'on en parle ce matin. On va peut-être se demander, effectivement, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour sauver l'honneur de ces députés qui sont bien identifiés. Le cas, bien sûr, Joshua aussi inquiète énormément, même si l'honorable a pris la peine ce week-end de répondre à ceux et celles qui ont fait des sorties. Et d'ailleurs, parlant de Jean-Michel Ninche, qui lui a été le premier député de l'opposition appartenant au même parti politique que Joshua aussi à réagir et à se poser mille plus une question sur l'attitude justement de ces derniers. Il est aussi important de se demander, est-ce que Joshua aussi sera encore à la tête de ce parti de l'opposition, dit de l'opposition historique au Cameroun, le SDF. On reviendra dans un instant, madame, monsieur, tenter de mieux comprendre le regard, l'attitude du Parlement vis-à-vis de la crise anglophone aujourd'hui qui continue de faire débat. Quelle est l'attitude à adopter pour les prochaines ces rencontres au sein du Parlement avec les députés, mais comment sanctionner ces derniers et que les Camerounais justement puissent s'exprimer. On en parlera. Restez des nôtres. Bon retour à vous, madame, monsieur. Merci. Installez-vous confortablement. Nous saluons encore ce matin toutes les dames qui nous regardent. Eh bien, bonjour à vous, mesdames. Vous êtes devenues de plus en plus nombreuses à vous intéresser aux questions politiques et on salue ceux et celles qui nous font savoir que lorsqu'il est 10 h, on allume la télévision et après 10 h, c'est-à-dire à midi, on éteint et on s'en va. Vous êtes très nombreux, madame, monsieur, nous fait confiance. N'oubliez pas la maxime, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Si vous ne vous intéressez pas aux situations politiques, elle va s'intéresser à vous et continuera bien sûr à vous tenir dans les réalités qui sont les vôtres aujourd'hui. Donc, l'appel, c'est de dire aux Camerounais, s'il vous plaît, ouvrons grand les yeux sur les actions de nos dirigeants. Ouvrons les yeux et dénonçons tout ce qui est contraire aux intérêts de la société. Ouvrons les yeux et regardons exactement comment nous sommes gérés au quotidien. Et beaucoup se plaignent de ce qu'aujourd'hui, avec le régime, dit-on, entre guillemets, quarantenaire, le Cameroun est mal barré. Les populations sont encore dans les cris permanents. Eh bien, comment justement en sortir, madame, messieurs? Le Cameroun devra le savoir, le peuple devait le savoir, le pouvoir est entre les mains, bien sûr, de ce peuple-là. Nous parlions à l'instant, bien sûr, de cette pétition signée en fin de semaine dernière par 62 députés de l'Assemblée nationale et qui l'ont fait d'ailleurs parvenir, on va dire, aux congressmen américains, notamment aussi à ces sénateurs américains sur la situation camerounaise qui devient de plus en plus inquiétante. N'oubliez pas également que au-delà de cet appel, en 2016, le SDF a bloqué une session parlementaire au Parlement, à la Chambre basse, pour introduire la question de la crise anglophone. N'oubliez pas également que le député Huiba, à cet hémicycle, lui aussi était monté au créneau, interpeller le Cameroun, les dirigeants, les gouvernants sur la crise à venir si jamais rien n'était fait. Comment comprendre que Joshua aussi, il était en 2016, il était en 2017, il était en 2018, il était en 2019 et nous sommes en 2021, en 2020 également, soit celui-là qui, malheureusement ou heureusement, a choisi d'y apposer sa signature. Ça fait tant de mal quand même. Pour ceux qui disent qu'ils sont députés et qui sont censés justement tenir l'avenir des Camerounais, défendre le peuple en réalité. Bonbon Bengan Kandji, vous également, vous avez un regard une appréciation quand même de la situation et on va dire du combat qui se mène aujourd'hui à la fois au sein de son propre parti, le SDF, mais surtout avec les Camerounais qui se sentent trahis. Justement, c'est pour ça que nous avons l'habitude de vous dire que la politique n'est pas une science. Exact. C'est pas une science. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir, parce qu'en science, il y a une observation, oui. Et on va aux hypothèses, on interprète, on vérifie et on tire les conclusions. Mais vous êtes ce que vous avez énoncé tout à l'heure,
le SDF, dans son ensemble, à l'unanimité, tous les élus viennent, exigent et n'obtiennent pas que l'Assemblée nationale inscrive à l'ordre du jour le problème anglophone. Ils l'ont exigé à plusieurs fois, ils ne l'ont pas obtenu. Ils ont, mais l'honorable Mbanda Mpe, son vice-président de l'Assemblée nationale, séquestré chez lui, contraint à chanter l'hymne des Ambazoniens pour avoir la vie sauve. Il rentre, il meurt finalement à Yaoundé. Son enterrement a été ce qu'il était. Député Wirba, vous l'avez dit, il vient, c'est-à-dire bâillonné, séquestré par les anglophones, combattu par le pouvoir. Il est resté en forêt pendant plusieurs mois parce qu'il ne savait pas. Se rendre chez le gouverneur de la région du Nord-Ouest signifiait à l'époque l'amener vers le président de l'Assemblée nationale, Kavaye, qu'il allait engager une procédure de destitution. Rester entre l'un des Ambazoniens qui risquait de couper sa tête. Voilà, il a vécu comme ça en cavale pendant plusieurs années. Et mieux encore, il a demandé, obtenu, de rencontrer le chef de l'État à Genève, en Suisse, pour lui expliquer ce qui lui semblait être une orientation bonne pour cela. Maintenant, les blocus à l'Assemblée étaient menés de main de maître par Joshua aussi. Les Vuvuzela, les ceci, et c'est lui. Et ça se comprenait. En tant que premier vice-président du Social Democratic Front, encore que John Frundi à l'époque venait d'être reçu à la présidence de la République quand ils accompagnaient les Lions indomptables, c'était là en début d'année 2017 même. Et John Frundi regrette que le chef de l'État n'ait pas prêté une oreille attentive à ce qu'il a dit, il est fâché, il est sorti fâché. Donc le reste du déroulement des actions politiques du SDF était encadré par Joshua aussi. Et que dans la science politique, qu'on nous dise aujourd'hui que Joshua aussi est en train de signer, c'est-à-dire de dire que donc, ce que vous avez observé, les hypothèses que vous avez mis, la vérification, mais la conclusion est que je ne suis pas, je suis de l'autre côté. Il doit être quand même. responsable. J'avoue, c'est vrai, je suis un indigène, mais j'avoue que même nous, on nous faisait quand même les calculs. Quand on faisait les bâtonnets, on se trompait rarement. Donc, ça me dépasse. Ça me dépasse. Mais, puisque j'ai quand même quelques données, repères historiques, il y en a deux qui me permettent de comprendre ce qui est en train de se faire. Maître Akeremouna était le premier à commencer à parler de génocide. Est-ce que le pouvoir ne pourrait pas être demain? C'est deux. J'ai dit un de génocidaire. Oui. Les rapports. Maintenant, Human Rights Watch vient de faire encore. Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce que le pouvoir n'est pas en train d'agir un peu pour contraindre les autres à être à la défensive, c'est-à-dire attaquer le premier en disant à la communauté internationale, de toutes les manières, c'est vous qui détenez les terroristes. Donc, ne nous reprochez rien. Rien, voilà. Parce qu'à un moment, j'ai entendu l'expression du genre, la force légitime, l'État qui détient, etc. Et en plus, ils ont un élément majeur, c'est que le Nigeria a quand même donné Sisikou à Youtabe et les autres. Donc, il dit, vous autres, que faites-vous? Voilà, me semble-t-il, l'orientation prise par le gouvernement et appuyée par les députés. Alors, mais même ça ne justifie pas la signature de Joshua aussi. Et bien évidemment, ça ne justifie pas. Mais c'est que 62 députés parlent d'ingérence dans les affaires privées du Cameroun. Mais quand même, on est à 5 ans de guerre aujourd'hui. Si on veut, parce que jusqu'ici, rien n'a encore fait. En octobre prochain, si on y est encore, on sera à 5 ans parce qu'il n'y a aucune négociation qui a été engagée de façon efficiente et efficace. Il faut en parler. Ingérence, c'est le mot. C'est ce qu'il faut justement retenir. Oui, mais c'est le mot que le gouvernement a pris. Mais maintenant, comme l'Assemblée nationale, d'après la Constitution, on vous dit bien qu'il peut avoir son règlement intérieur et tout. Mais la Constitution précise, article 18, que la priorité même dans l'ordre du jour de l'Assemblée nationale revient au gouvernement, donc revient à l'exécutif. Donc, ça veut dire si on peut donc comprendre que le gouvernement puisse dire à l'Assemblée nationale, de toutes les manières, comme c'est nous qui commandons l'ordre du jour, qui est discuté à la conférence des présidents, nous ne voulons pas inscrire le problème anglophone là-bas. Oui. Donc faites-le
en amont. Faites-le en amont. Vous allez siéger dans deux semaines. On ne veut pas inscrire, mais faites-le en amont. Et en fait, moi aussi, je ne suis pas scientifique, mais j'essaie de comprendre. Faites-le en amont et on choisit donc les députés qui doivent. Et là, ils ne sont pas obligés de faire la majorité de 2 tiers, parce qu'en fait, même le Parlement américain n'ont pas fait 2 tiers. Ils disent qu'ils ont l'habitude de nous interpeller sur. Donc, vous aussi, interpellez-les sur. D'abord, même il y a souvent 3 ou 4 députés français qui nous taxent ici quand on gère mal les forêts, quand on sait si, et tout ça, ils font même intervenir les gens. Mais là-bas, c'est des sociétés sérieuses. Ça veut dire que lorsqu'un député français, par exemple, un seul, commence à dénoncer la politique française à l'extérieur, ses autres collègues députés l'écoutent. Et on lui demande même de faire venir quelqu'un à la commission des affaires étrangères. Effectivement. Et voilà, Bernard Dionga, par exemple, qui vient de partir personnellement, est passé plusieurs fois à la commission des affaires étrangères pour montrer comment la France envoyait les rebouts, donc le mauvais poulet et toute la viande congelée au Cameroun, pour aller expliquer. Donc là, on sent un Parlement qui écoute, même si c'est un seul député qui dénonce. Donc en fait, c'est l'image de la France qu'on veut préserver. Mais il en est de même des États-Unis. Mais ici, que les députés viennent, qui ont refusé d'inscrire à l'ordre du jour, des députés, mais qui vous disent aujourd'hui, laissez-nous nos problèmes. Et vraiment, ça ne vous concerne pas. De toutes les manières, c'est vous qui avez les bandits, envoyez-nous là ici. Donc, c'est vraiment, je comprends. Alors, cher Lamine Bachou, est-ce qu'on peut quand même dire pour finir que Joshua aussi, qui est la jeunesse du Social Democratic Front, sur qui on avait fondé pas mal d'espoir, aurait trahi cette jeunesse aujourd'hui? Pour ne parler que de lui, parce qu'on sait qu'il y a d'autres députés qui ont ratifié, qui ont signé. Forcément. Mais si Joshua aussi aujourd'hui est regardé, c'est parce qu'en réalité, des espoirs étaient fondés sur lui en tant que jeunesse d'un parti historique au Cameroun, surtout d'opposition. Merci Dominique Audrey. Est-ce qu'il n'aurait pas trahi cette jeunesse qu'il représente, qu'il incarnerait? Monsieur Michel Gachou, cette question, on se la pose depuis 2018. C'est pas aujourd'hui. Il y a eu plusieurs remous, notamment cette affaire de formation en aquaculture et tout. Il y a tellement de sujets sur lesquels les gens sont revenus, n'est-ce pas, concernant la gestion. On s'est demandé finalement, est-ce que nous sommes dans la bonne équipe? Est-ce qu'on suit le bon filon, monsieur Michel Gachou? Voir aujourd'hui celui-là qui incarnait encore la jeunesse, la transition au sein du SDF, malgré toutes ces sorties qu'il a fait ces derniers jours pour se justifier, être à ce devant, M. Michel Gachou, on a envie de mettre la main sur la tête, comme j'entendais ces jeunes Bensikina dire, est-ce qu'on a même encore des opposants au Cameroun? On a eu confiance à un tel. Il nous a sorti le kérosène, excusez-moi l'expression, je ne sais pas si il a sorti le kérosène. On a cru à tel autre, il nous a sorti tel. On a cru à tel, il nous a sorti. Voilà le dernier, même sur qui on était en train de s'agripper encore, il nous sort telle autre bombe. Voilà, on a sorti. C'est M. Bensikina parlait, naturel, il est allé du MRC avec l'affaire de survival. J'ai dit, il a touché tous les. Et puis j'ai mis les mains sur la tête, je l'ai regardé en disant, donc tu suis l'actualité, il me dit, nous suivons. Vous pensez maintenant qu'il y a bêta même, on laisse comme ça. C'est comme ça. Vous voyez, et vous avez vu comment Mbongo dit que quel que soit le bout quand on prend, c'est lui qui était devant. Et qu'on se retrouve aujourd'hui, vraiment, vous voyez, ça crée un sentiment de déception profonde. Je dis bien profonde. Je pense que le chef de l'État, dans ses adresses, entre un chef de l'État qui s'exprime et un député, quel est le poids, M. Michel Gachou? Dans toute l'adresse du chef de l'État, il a dit ramenez-nous, renvoyez-nous, arrêtez. On a eu même le ministre de la Communication qui a essayé de faire un putting ball avec les États-Unis. Il a dit que vous qui nous dites que vous êtes les gens de la démocratie et tout ça, on a vu ce que vous avez fait ailleurs, ne venez pas nous parler. Mais ça, c'est le rôle du gouvernement. Mais que le parlementaire, que les parlementaires qui sont censés défendre, porter la cause du peuple, les plaintes du peuple, se retrouvent à dire, mais bon Dieu, c'est des bandits. Envoyez ici. C'est des bandits, se sont envoyés. Vous voyez jusqu'à quel niveau
Après, on voulait même respirer que ce 1er mars, on a la sortie de Human Rights qui nous sort un bilan encore catastrophique de 20 femmes violées, violentées et tout. Vous voyez, à peine on veut se reposer, à peine on veut même essayer de trouver un brin de sommeil qu'on est rappelé à l'ordre par un ensemble d'exactions. C'est à se demander donc qui nous représente. Est-ce que ce n'est pas une politique égoïste, porté vers soi, égoïste et égocentrique, où tout le monde veut manger? Moi, j'ai dit, monsieur Michel Gachou, j'attends le député qui va se lever. Si vous voulez, un jour, on fera cette émission ici où on va prendre député par député, nom par nom, on va citer les affaires de ces députés dans ce public. Les députés sont devenus des hommes d'affaires. Ils sont devenus des opérateurs économiques. Ils n'ont pas le temps de s'occuper du peuple. Ce sont eux qui vont discuter dans les histoires des Cameco, ce sont eux qui vont discuter des affaires du port, ce sont eux qui vont discuter des affaires de transit. Mais monsieur Michel Gachou, ils sont plus occupés à avoir des marchés, des 4-9 et tout, que de s'intéresser aux pauvres, à la pauvre population. Qui est l'instigateur? Dire que le régime en place a réussi son coup en imposant bien sûr au peuple camerounais des députés affairistes et non des députés qui militent pour la cause bien sûr du peuple camerounais. Qui est l'instigateur de ce courrier, monsieur Michel Gachou? Jusqu'à ce que quelqu'un allait le dire, on a choisi de le faire en anglais renforcé. Allez voir, c'est un certain, c'est Adam Schmidt ou c'est qui, que vous connaissez bien, qui allait le dire, on a choisi de le faire en anglais renforcé, parce qu'on était sûr que beaucoup de Camerounais n'allaient pas comprendre. On a parlé en américain. Vous voyez juste qu'on veut créer. On veut créer la distraction. C'est une distraction. On avait l'affaire des 55 milliards. On avait l'affaire des 88 milliards. On est en train de demander l'audit. On nous sort ça pour dire, bon voilà, l'instigateur se trouve où? Ces députés sont passés entre deux mains. Monsieur Michel Gachou, dans quelques semaines, on va convoquer le Parlement. Pourquoi ne pas introduire cela? Je crois que s'ils avaient eu une jugeote, un temps soit peu en tant que député élu de la nation, ils auraient dit nous n'écrivons pas, nous ne rendons pas public, qu'est-ce que nous faisons? On introduit, on fait pression, on introduit à l'Assemblée nationale. Mais là, c'est malheureux, c'est vraiment malheureux. Et vous savez, les Camerounais sont aussi de particuliers, et c'est pour ça que j'aime le Cameroun. Quand ils veulent vous aimer, ils vous aiment vraiment. Mais quand les Camerounais commencent à vous tourner le dos, non, c'est bien dommage. Karine Santia, ils sont très nombreux, bien sûr, nos téléspectateurs ce matin, qui nous regardent et qui nous suivent avec ces histoires en même temps, cette colère. Qu'est-ce qu'ils nous disent ce matin, Karine? Nelwin Santiago, depuis la mort de ma mère, je suis d'une famille monoparentale, j'ai tout perdu. Sa famille me combat juste pour la petite chambre de ma mère que j'occupe dans la concession familiale. C'est dur, les familles ne servent plus à rien. Après la mort de ton parent, oublie que tu as des gens. Ça, c'est par rapport à l'histoire du jour. Non, mais quand même. Hein, mais il faut se battre pour partir de là. Non, il y a des familles comme ça. Il y a des familles qui agissent comme ça. Qui abandonnent les enfants après le décès d'un membre. Elle vit dans la concession, mais elle est martyrisée. Donc, il faut vous donner les moyens d'avoir de quoi vous établir tout seul. Parce qu'à un moment, ça devient nocif de rester dans un environnement où les gens sont belliqueux tout le temps. Vous partez le commissariat dans le pays-ci, c'est la merde. On va gâter l'enfant là. Si la famille là ne peut pas s'occuper de l'enfant, autant mieux chercher un orphelinat ou bien chercher un couple qui en a besoin et confier, sans toutefois révéler l'identité de ces derniers pour le bien de l'enfant et cette nouvelle famille. Ça c'est vrai aussi, parce que quand une fille se comporte de la même manière, elle est aux aguets sûrement, elle espionne et tout, elle espionne et elle est prête à dire demain à la fille, quand elle aura un certain âge, c'est moi ta mère, hein, c'est moi ceci, et commencer à troubler. Étant entendu que les deux personnes qui ont sa charge ont un certain âge, ils ne pourront pas savoir, et la fille pourrait venir à la maison avoir un type de comportement, parce que sa maman va lui dire des pas mûrs, et pourrait même, entre les lignes, amener à commencer à entrer dans l'héritage de cette famille pour pouvoir profiter. Donc en fait, c'est une mauvaise femme, cette fille-là. Karine. J'ai grandi à la maison avec des enfants dont les frères faisaient exactement la même chose. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Un jour, une femme est venue avec son enfant chez nous en disant qu'elle reviendrait le récupérer. On a fait 1 an avec le petit. Elle est quand même revenue récupérer. Mes parents ne lui ont posé aucune question. C'est comme cela que nous avons grandi avec d'autres enfants. Mais bon, nous étions des enfants. Je ne comprenais pas ce qui se tramait. Je savais juste que telle vit désormais avec nous à la maison. Puis un moment, le petit s'en va. Je pense que cette situation n'est pas nouvelle. Ça ne m'étonne pas
La vie est très dure dans ce pays. Je remercie Dieu d'avoir permis à nos parents de pouvoir nous élever tous ces enfants. L'hospitalité, c'est la leçon que j'ai retenue et ça continue encore jusqu'aujourd'hui. Voilà, même s'il y a encore des manquements à quelques endroits quand même. Avec un peu de retenue, voilà. Désormais, parce que... Ce sujet n'aurait pas dû être à l'ordre du jour ou faire l'objet de débat, car cette jeune dame est un mauvais exemple pour les filles mères. Et si on cherche bien, elle a passé la nuit du jour où elle a laissé cet enfant dans les bras d'un autre homme. C'est vrai, le pays est difficile et compliqué, mais chacun doit porter et assumer ses responsabilités. C'est justement parce que c'est grave que c'est à l'ordre du jour. On ne parle pas des choses qui sont jolies. Voilà. Monsieur Michel, dans l'éducation de la jeune fille, on lui enseigne les 3 temps forts de la vie. Le premier temps fort qu'on enseigne à la jeune fille, c'est s'assumer, savoir s'assumer quand elle est encore belle. Savoir qu'elle est une rose et que beaucoup d'abeilles viendront butiner ses pétales, ses fleurs, monsieur Michel Ngachou. Première. Deuxième chose, éduquer la fille à son futur changement. Lorsque tu auras ta première grossesse, sache que tes fesses vont sortir, sache que ton ventre va tomber, sache que ta poitrine va faire. On le dit en des termes plus dans l'éducation de la jeune fille. Sache que désormais, ce que tu me fais, ton enfant aussi va te faire. Sache que tout ce que tu as fait, tes jongleries et tout, ton enfant va te faire. On prépare, vous voyez Dominique, on prépare la jeune fille. Et la troisième chose, et la dernière qu'on enseigne à la jeune fille, c'est d'apprendre à vivre sans son mari. On ne lui dit pas là qu'elle sera veuve, parce qu'on sait que l'homme part très tôt en Afrique. Rares sont les cas, l'homme finit toujours par partir le premier. On lui apprend à savoir s'assumer. Si jamais ton mari ne rationne pas, quand il te rationne, prélève. Si jamais ton mari ne te permet pas de faire ci, rassure-toi, organise-toi, gère comme ça, parce qu'un jour viendra, ton mari ne pourra pas, il ne sera pas là. Voilà les 3 temps forts qu'on enseigne à la jeune fille. Ce que j'entends là, non, ça c'est la modernité, où les femmes croient que le mari va être là permanemment, et tout ça c'est la modernité. Vous créez encore les problèmes, cher Ahmed. Non. C'est ça qui a amené justement les anthropologues occidentaux qui ne comprenaient pas à dire que la femme africaine est esclavagisée. Malheureusement. Oui, justement. De mes côtés, ça on n'est pas d'accord avec cette assertion. Oui, il ne faut pas. Hein? Vous n'êtes pas d'accord, hein? Allez, c'est que ça, non, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Et lorsqu'on leur dit que c'est ça qu'on prône par indépendance financière. Non. Ce n'est pas la même chose, Dominique. Apprendre à la femme à s'assumer. Ce n'est pas, on peut s'assumer en étant auprès de son mari, en étant la conseillère, en étant... Oui, c'est ça, c'est pas forcément l'indépendance. Les gens ne comprennent pas que lorsqu'on dit indépendance financière, ça ne veut pas dire porter les talons, accrocher le sac à main et sortir. C'est pas ça, c'est pas forcément comme ça. Une femme indépendante financièrement, c'est la femme qui va faire une alvéole de bouillie et elle va poser devant sa porte, elle va rester à la maison, elle va s'occuper des enfants et elle va faire à manger. Sans pourtant attendre son mari, vous voulez faire savoir. Justement, parce qu'on en connaît qui attendent les allumettes. Son mari n'est pas là, elle va attendre les allumettes de Vincent B. Les allumettes sont finies. Vous n'êtes pas gentil ce matin. Tu arrives à te prendre les messages. Vous risquez de choquer des femmes qui nous regardent ce matin. Cette femme a certainement rencontré un homme qui ne veut pas de son enfant. Alors elle a trouvé juste que son enfant sera bien avec cette maman. Mais la manière n'est pas bonne. C'est mieux que l'enfant reste dans cette famille. Elle aurait pu tuer son enfant. De toutes les façons, elle va regretter son acte. Que le Seigneur bénisse cette famille. Moi personnellement, vous permettez, moi je dis, je conseille bien sûr cette famille, puisqu'elle nous regarde ce matin, sûrement, s'il y a une possibilité de garder cet enfant, gardez cet enfant, en réalité. Non, monsieur c'est mon avis, c'est l'avis de monsieur Michel Ngachou. Dites à cette jeune fille, va récupérer ton enfant. Va récupérer ton enfant. Je comprends à cette jeune fille. Oui, je suis d'accord. Va récupérer ton enfant. Je vous dis, vous m'avez fait cadeau d'un enfant. Non. Je le prends. Pour que vous récupérez cet enfant entre mes mains. Alors là, ce ne sera pas la même chose. Non, monsieur Michel. Vous avez abandonné l'enfant chez cette fille, le jour où elle va récupérer cet enfant, elle va suivre l'enfant, connaître l'école. En rentrant, elle va venir dire à l'enfant, je suis ta vraie mère. C'est moi, tu vis chez elle. C'est comme ça que ça va se passer. Un jour, vous ne retrouverez pas l'enfant. Vous allez vous retrouver, vous, cette pauvre maman, à faire un AVC parce qu'on aura pris... Je vous dis que cette histoire finisse toujours en poisson. La manière de laisser
les femmes pareilles sont capables de faire en sorte que elle mettra les idées dans la tête de l'enfant. On a connu des femmes pareilles qui partaient volontairement de la maison de leur mari, mais quand elles se rendaient compte que le mari a une nouvelle femme qui prend même bien soin de ses enfants plus qu'elle, elle passe par derrière, elle vient raconter à l'enfant que rentre, tu n'acceptes pas qu'elle te fasse les devoirs, rentre, n'accepte pas qu'elle te lave, rentre, et c'est comme ça que les enfants rentrent. Quand la femme gronde maintenant, papa, elle m'a tapé, elle a fait ci, et le papa se fâche contre la nouvelle maman, alors que la femme d'autrui n'est que dans un coup monté. Donc, dites-vous bien que cet enfant-là, c'est pour ça qu'on essaie de il faut s'en écarter absolument. Pas absolument, c'est pas dans l'absolu, non. C'est pas dans l'absolu. Vous savez, c'est cette famille. On fasse les enquêtes pour que cette on femme la retrouve, qu'on la retrouve. La police camerounaise est capable de le faire. Monsieur Michel, je vais vous raconter en 2 petites minutes une histoire. C'est un monsieur qui sort dans juste 2 petites minutes pour que les gens comprennent. C'est un monsieur qui sort d'un magasin ici à Aqua. Il est venu faire les achats. Il avait, en sortant, comme il y avait des gardiens qui avaient des gros chiens, les gros chiens que vous voyez au niveau des surfaces là, il avait laissé la vitre baissée pour la chaleur. Alors il arrive, il trouve un bébé à l'intérieur de son véhicule. Il interpelle les vigiles, il demande aux vigiles, mais je viens de trouver un bébé là. Les vigiles disent que nous on n'a même rien vu, on n'a pas. Il va au commissariat, on dit monsieur déchargez ici. Il décharge, il rentre avec l'enfant. Mais c'est vos numéros. Si on se plaint, on va vous appeler, vous allez revenir. Il rentre chez lui, il explique à sa femme que voilà, chérie. La femme dit que si tu es parti en santé, et que tu viens jeter l'enfant là, ici, mais c'est cet enfant n'entre pas. Il fait tout pour expliquer à son épouse. Son épouse lui dit, monsieur, je ne vais rien entendre. Il dit, ok, pas de problème. Il appelle un de ses amis qui lui dit que non, ne te dérange pas. On peut venir faire, tu viens, on va faire le test, ça coûte cher. Il dit, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'il récupère l'enfant. Il dit à la femme, on sort. Quand il veut traverser la porte, il se tourne. Il voit ses 4 enfants, il dit, vous-même, ici. La femme dit, non, jamais, vraiment. Laisse mes enfants, il dit, vous, ici. Ils sont partis, ils ont fait les tests, ça lui a coûté ce que ça lui a coûté les yeux de la tête. Est-ce que vous connaissez le meilleur des 4 enfants? Ce n'était même pas ses enfants. Voilà. Donc j'en viens à ça pour vous dire que, en dehors de tout ça, parfois des situations, on peut vous poser, vous retrouver, et finalement il élève cet enfant jusqu'à aujourd'hui, monsieur Michel Gadio. La maman n'est jamais sortie pour venir réclamer l'enfant. Voilà. Il a élevé l'enfant pour faire des études. Je dis à cette fille, va chercher ton enfant. Merci à vous, Chalamen Gadio. Merci, madame, monsieur, de nous rester présents. Dans un instant, on reviendra avec la revue des réseaux sociaux. Mais surtout, il faut quand même parler d'un fait qui est devenu assez, qui fait bien sûr parler plus d'un sur la toile. Comment peut-on aujourd'hui être inculpé dans une affaire dont on n'est pas justement au cœur même de la machine? C'est une dame qui aujourd'hui est aux abois incarcérée dans une prison au niveau de Douala pour avoir simplement choisi de répondre à une convocation de la justice qui l'aurait bien sûr interpellé pour une affaire, ce qu'on appelle l'affaire Golfing aujourd'hui, pour avoir été celle-là qui a permis l'achat d'un produit pétrolier. Ceux-là ont pris le matériel, n'ont pas reversé l'argent. Aujourd'hui, la femme a été touchée, gardée et qui est souffrante à plus de 60 ans quand même, demande au moins à comparaître libre. Aujourd'hui, elle n'est pas écoutée, elle pleure, elle est aux abois, elle dit, elle est capable justement de se défendre. Mais ce qui est quand même curieux dans l'affaire, c'est que ce dernier, dans cette histoire, on tente tant bien comme un bon Bengan. Ceux qui ont récupéré le produit disent, nous voulons quand même payer. Nous, on vous dit, vous ne payez pas, mais on garde des gens en prison. Finalement, on ne va pas critiquer la justice, mais on est quand même, on va se demander, mais quel type de justice avons-nous dans ce pays? On va critiquer et la justice et ceux qui l'ont mis en prison. Pourquoi? Parce qu'on vous dit ici, l'école où vous allez là est très mauvais. Et surtout, vous faites l'école des Blancs là. L'école des Blancs n'apprend qu'une seule chose, tuer les autres. Manger le cerveau des autres. C'est ce qu'on apprend là-bas. Rien d'autre. C'est-à-dire que dans cette affaire, bon, heureusement, peut-être ça commence demain. Vous ne pouvez pas, parce que tout le monde qui comprend cette affaire tombe des nues. Nous sommes ensemble pendant 40 ans. Vous tombez malade, vous dites parce que vous avez une certaine commodité et vous signez pour ne pas bloquer parce que vous avez Covid et tout. Voilà, cette femme est à l'extérieur, tu te dis 40 ans de vie pour ne pas tomber, 40 ans de vie professionnelle. Et même vos enfants sont ensemble et tout. Et vous allez, il te dit, bon, ça risque de bloquer. Bon, bêta, on met des garde-fous pour que si cette cargaison arrive, que ça se déroule normalement. Pas, on vous convoque. Vous écourtez le voyage de santé pour venir déférer à la convocation, on vous met en prison.
par mois, je vous mets. C'est-à-dire, il y a quand même des choses, même sur le plan humain, il y a un type de comportement qu'on ne devrait pas mener. Mais vous, les capitalistes occidentaux, vous vous dites, mon argent d'abord. Et mon argent, vous allez détruire les relations que vous avez, les relations de vos enfants. Quand vos enfants sauront que c'est un bonbon qui m'a mis en prison, et pourtant c'était de bonne foi, tu ne voulais pas. Et maintenant, l'argent, la personne qui devait recevoir l'argent dit, mais non, on a des difficultés, pourquoi l'affaire se bruit? Moi, voilà, l'argent, reprenez. Si vous pensez que reprenez, dit non, je ne le prends pas. Ça doit avoir des intérêts. Vous savez, c'est malsain, votre système capitaliste là. Et quand on vous dit que l'occidentalisation va nous tuer, vous dites toujours, vous aimez accuser les blancs. Vous aimez, est-ce que justement, on s'est battu pour la décolonisation, mais on ne s'est pas battu pour le décolonialisme. Ouais. Voilà, parce que en fait, nous restons avec la mentalité qui fait que on doit piétiner. Comme on est là, on doit. Même une affaire commerciale, même allons-y. Est-ce que tu as perdu les intérêts? C'est-à-dire que vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là, vous dites bon d'accord pour que l'affaire ne. C'est-à-dire que je vous donne d'abord l'argent. Je vous donne l'argent. Moi je vais partir parce que je vais me soigner. Puisqu'il y a une traçabilité, les banques sont là. De toutes les manières, on peut caler, on peut redresser. Les documents sont là. Voilà, moi je vais me soigner. Et vous prenez quand même l'argent, entre-temps, livrez le produit. Non, je mets l'argent à vos dispositions. D'accord. Mais en attendant que vous livrez, puisque nous sommes de vieux amis. Il y a la confiance. Oui. Voilà, il y a la confiance qui dit, voilà. Je dis, je mets l'argent à disposition, parce que si je tombe malade là-bas, je ne viens pas et que le produit arrive, bon, vous prenez. Mais si j'arrive avant, mais on commence à penser que non, le produit n'arrivera pas. Et pourquoi toi, tu as mis l'argent avant? Mais le gars dit, mais attends, j'apporte. Même ça, même quand il veut ramener l'argent, vous dit, voilà, d'accord, voici l'argent alors. Alors, ce que comme tu as bloqué que le produit n'arrive, d'accord, je vous remets l'argent, je ne prends pas. Je mets d'abord les gens en prison. Ce que je veux comprendre, Charles Bembatou, c'est que quand même, on fait peur bien sûr aux uns aux autres et on utilise le nom du chef de l'État en vous disant cette affaire est suivie par le chef de l'État. Est-ce que finalement, le chef de l'État, son nom n'est pas devenu l'élément d'appât avec lequel on fait peur aux gens? Vraiment, monsieur le juge, le président a pu sur cette affaire véritablement. C'est pas avec ça qu'on se sert pour pouvoir autant faire du mal aux Camerounais aujourd'hui? Monsieur Michel Ngatsou, Robert Badinter avait dit que penser l'homme? Que penser de l'homme quand l'homme décide de la mort de l'homme? C'était l'ami personnel de François Mitterrand. Voilà. Alors, monsieur Michel, lorsqu'on l'a nommé au poste de grand responsable de la justice, il a dit à François Mitterrand, président du Conseil constitutionnel, je vous serai ingrat. Tout à fait. Est-ce qu'on a des juges? Je le demande de façon simple, il ne faut pas qu'ils le prennent, s'ils le regardent comme personnellement. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des juges fous, monsieur Michel Ngatsou? La justice est là pour donner la paix, la tranquillité, faire éclater la vérité. À quoi servira-t-il à la justice de juger un cadavre ou alors un témoin qui est incapable de marcher? C'est pour ça que c'est symbolisé par la balance. Nous avons 304 cas de personnes qui sont malades, qui demandent à être évacuées, à se faire soigner dans les hôpitaux. Le dernier candidat, c'était le professeur Gervais Mendozé. Je prends cela pour dire pourquoi les juges, au nom de l'expression, ce dossier est suivi par le chef de l'État. Montrez-moi le point. Quand le chef de l'État suit un dossier, ça s'écrit comment? Il y a un cachet particulier? Non, mais dites-moi, je veux savoir, monsieur Michel Ngatsou. Est-ce qu'il y a quand on dit que le chef de l'État suit ce dossier? Est-ce que ça se passe comment? Je veux savoir. Ça veut dire quoi quand nous retrouvons, on dit cette affaire, c'était là personnellement, c'est venu. Je crois que le chef de l'État, dans les usages administratifs, il y a des cachets, il y a des notes, il y a des acceptations. C'est quand même l'affaire d'une entreprise privée. Qu'est-ce que je ne vais pas y voir dedans? Je vais comprendre, monsieur Michel Ngatsou, pour dire, mais attendez, donc on l'a expliqué tout à l'heure, on a pris tous les faits, on a présenté en disant voici ce qui a eu lieu, on a eu à faire tel, si la transaction n'a pas été bonne, voilà telle banque qui dit nous allons rembourser, la personne dit j'ai annulé la visite parce que je devais, c'était un devoir de conscience professionnelle de venir répondre des faits.
Et j'arrive à peine, je commence à discuter avec vous. Je veux rentrer, même prendre mes médicaments. On me dit, vous allez être gardé. Ça sert à quoi cette justice? Moi, je pense, M. Michel Ngachou, qu'il y a des individus qui souhaiteraient donner la honte. Il y a des individus qui souhaiteraient, à travers des tripatouillages, obtenir une satisfaction. Excusez-moi l'expression. Je ne sais où d'outre-tombe. Vraiment, permettez à tous, à ceux qui dans ce dossier, cette affaire dont vous venez de parler de Golfin, vraiment, allez qu'ils se soignent. Se soigner, monsieur Michel Ngachou. Vous savez, je vais vous dire, c'est la raison pour laquelle, vous voyez, quand il y a certaines situations, beaucoup de personnes parfois ne défèrent pas parce qu'on sait qu'à un moment donné, il y a une mauvaise foi. Et lorsqu'on va détecter qu'il y a justement eu une mauvaise foi, parce qu'un X ou un Y aurait pris l'argent, aurait géré quelque chose, comme on connaît les affaires de ce pays, je vous assure que cette affaire va tourner mal. Les juges qui travaillent sur ce dossier, vraiment, agissez en tout état, en toute âme, comme on dit, et conscience, comme l'a dit Mbongo. Voilà. Permettez... Attendons justement de voir ce qui va suivre de cette affaire Golfing aujourd'hui qui fait grand bruit et d'ailleurs la presse en parle largement. Les réseaux sociaux également s'en sont servis. Madame, monsieur Macron, une petite pause rapidement. Allons retrouver Consti Lamine qui revient ce matin nous parler bien sûr du café vital. Et bien là, café vital également. Consti Lamine dans le cadre du concept Salaka nous retrouve encore avec beaucoup de fierté. Consti, bonjour à vous et bienvenue chez Frères. Alors, bonjour Michel Ngachou, bonjour à tous nos nombreux téléspectateurs et bonjour à tous les partenaires et clients du concept Salaka. À ces clients, je leur présente encore ce lundi matin, 1er mars 2021, l'un des meilleurs cafés sur le marché camerounais et international, l'un des cafés qui vous permet d'avoir de la vitalité, qui vous permet d'avoir de l'énergie, qui vous permet d'avoir la bonne humeur en longueur de journée. C'est bien entendu le café Vital. Bien entendu, café Vital est un café de très très bonne qualité. Café Vital est un café moulu et qui dit café moulu dit café 100% naturel. C'est l'un des cafés de par son emballage qui vous donne l'envie de le consommer parce qu'un produit c'est également son emballage et ensuite son contenu. Parce que le café Vital a une présentation physique unique en son genre. Ah ben oui, chers téléspectateurs, vous êtes nombreux à regarder cette émission en ce moment. Vous êtes nombreux à la maison, vous êtes nombreux dans les marchés, vous êtes nombreux dans les bureaux et parlant bien sûr des bureaux, c'est l'un des cafés qui est le plus consommé dans tous les bureaux du Cameroun. Ah ben oui, aucun bureau ne se passe du café Vital, raison pour laquelle ce matin, je le conseille encore à tous nos téléspectateurs, je le conseille encore à tous ceux-là qui sont les amoureux du café, parce qu'il est important de boire le café, mais alors de boire un café de qualité. Et quand on parle de café de qualité aujourd'hui, on parle de ce café qui est présenté par le concept Salaka, c'est bien entendu café Vital. Alors revenons sur la présentation du café Vital. Chers téléspectateurs, café Vital, comme je l'ai si bien dit, est un café moulu 100% camerounais. Oui, c'est un café du Cameroun, mais qui se consomme à l'international. Café Vital est un café 100% naturel, sans produits chimiques. Café Vital est un produit de l'entreprise Saicom, qui est une entreprise certifiée ISO 9001-2015. Ça, il faut le retenir, chers téléspectateurs, parce que la certification d'une entreprise est très très importante, raison pour laquelle l'entreprise Saicom, qui est l'entreprise qui commercialise et qui produit le café Vital, est une entreprise certifiée ISO 9001-2015. Café Vital est produit selon les normes les plus strictes. Bien entendu, question d'offrir à ses consommateurs un café de très très bonne qualité. Oh là 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 là. Chers téléspectateurs, la bonne humeur, la vitalité, la gaieté, la joie passe par la consommation du café. Eh bien oui, quel café? Café Vital. Retenez-le très bien. Regardez bien sûr l'un des emballages du café Vital qui vous sera présenté tout à l'heure pour ce qui est des différentes variétés. Je rappelle que c'est un café de très très bonne qualité. Nous allons tout de suite passer à la présentation des différentes variétés du café Vital. Je commencerai déjà par la première variété, à savoir celle-ci. Regardez bien l'emballage, chers téléspectateurs. Nous sommes à la télévision et en télé, on voit l'image. En télé, on apprécie l'image. Regardez bien sûr la couleur de cet emballage. C'est une couleur verte sur laquelle vous retrouverez le drapeau du Cameroun, vert ou jaune. Et sur cet emballage, vous avez un logo de couleur dorée. Et ce logo, c'est Café Vital. Ce café que j'ai entre mes mains est un café
douceur. Ça s'appelle Café Vital Douceur. Oh là 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 là. C'est un café qui est 100% Arabica. Pour ceux qui aiment consommer un café douceur, qui veulent le café 100% Arabica, voici le café que je vous recommande, chers téléspectateurs. C'est le café douceur de Café Vital, qui est un café 100% Arabica. Le café douceur du Café Vital est disponible en 3 grandes variétés. Vous avez le 250 grammes, vous avez le 500 grammes et le 1 kg. À côté, bien sûr, du café douceur, on parle également du café corsé. Ah ben oui, identifiable à travers la couleur noire. C'est donc le café corsé, qui est une variété du café Vital, qui est un café 70% Arabica et 30% Robusta, qui est disponible en 3 conditionnements, 250 grammes, 500 grammes et 1 kg. À côté, bien sûr, du café corsé, on parle également du café Force. Comme son nom l'indique, c'est un café qui est très fort. Ah ben oui, bien, Michel Gachou, c'est un café qui est très fort, c'est un café bien sûr de très très bonne qualité, disponible en un seul conditionnement, le conditionnement d'1 kg. Voilà donc pour ce qui est des différentes variétés du café Vital. Alors comment peut-on le commander? Où peut-on avoir le café Vital? Café Vital est vendu dans tous les supermarchés, que ce soit dans les boutiques, le boutiquier du quartier, dans les grands magasins, dans les supermarchés, vous retrouverez Café Vital. Et ceux qui n'ont pas le temps de se déplacer, vous êtes dans un bureau, vous êtes dans votre boutique, vous avez besoin de consommer régulièrement Café Vital. Appelez, nous avons une équipe de livraison qui se charge d'assurer la livraison du Café Vital auprès de sa clientèle. Consommer le café, c'est bien, mais consommer Café Vital, c'est encore mieux. D'où le slogan Café Vital, le choix des connaisseurs. Merci beaucoup. Sur du plaisir, Constilamine, on vous a très bien suivi ce matin et merci pour cette communication. On va dans un instant revenir avec vous, Karine Santia, sur la revue des réseaux sociaux, savoir exactement ce que l'étoile nous offre ce matin. Oui, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux ce matin encore, on s'intéresse à la justice. Vous vous rappelez de l'élève sur lequel un gendarme avait tiré à Pertois, oui, pour avoir volé un téléphone portable. Et finalement, ce dernier-là a été conduit à la justice il y a quelques jours. Il venait de recevoir, d'être opéré, là où la balle avait pénétré, et c'est avec sa perfusion qu'il a été conduit à l'hôpital tel que vous voyez en image là. Non, mais il rentre dans à la justice, dans un palais de justice, et la toile est vraiment, la toile s'indigne, cherche à comprendre comment est-ce que cela est possible qu'on conduise une personnalité de cette manière-là en justice pour l'entendre. Il faut dire qu'on est quitté de l'affaire du téléphone portable volé à une autre affaire. On dit qu'il a agressé on a requalifié les faits. On dit qu'il a agressé une militaire. Voilà. Donc, mais vous savez, est-ce que l'information a été vérifiée? C'est-à-dire que les plaintes portées justement vis-à-vis de ce garçon aujourd'hui. Parce que vous savez, je vous le dis très honnêtement, et nous respectons bien sûr le travail que certains font dans des commissariats et dans des brigades, le détournement, c'est-à-dire qu'on détourne une information à l'avantage. Quand on sait que la police est incriminée, ou un gendarme, ou un homme en tenue, on colle le motif. Tout de suite on te colle le motif et on te dira que c'est le procès verbal qui fera foi. Est-ce que justement on n'est pas dans notre procès kafkaïen, comme c'est le cas de Dominique Audrey? Comment vous l'analysez-vous? Comment vous appréciez ces images-là qui circulent sur la toile aujourd'hui? C'est d'abord désagréable de voir comment on déplace les malades. Il n'y a pas une ambulance, rien. Bon. Il n'y a pas de fauteuil où on peut poser le jeune homme. Pieds nus. Regardez. Pieds nus. Voilà. Donc, on tire sur les gens. Je veux dire que... À quel moment on a le droit de tirer sur quelqu'un? Pour le peu que je sache... Monsieur Michel, quel médecin a autorisé à ce monsieur de sortir de l'hôpital dans cet état avec la blouse et la... Est-ce qu'on demande son avis? On ne demande pas son avis. Parce que je sais que peut se faire infecter, hein, pour tirer... sur quelqu'un, je veux dire que pour qu'une personne en tenue use de son arme, il faudrait qu'il soit en situation de légitime défense et que ce soit le dernier recours. Mais comment cet enfant a fait pour se retrouver avec une arme, first of all, avec une balle tirée dans son corps? Et ensuite, regardez les modalités de commodité qu'on utilise pour le transporter. C'est bien dommage. Hein. Et après, le motif de la gendarmette qui aurait été agressée.
Mais qu'est-ce qu'on dit justement? Je vous permettez de faire le trait d'union. On a eu cette dame, gendarme, qui a tué un jeune à Bafoussam. Oui. Jusqu'aujourd'hui, on n'en parle pas. Il y a encore eu un deuxième cas. Hein. On a eu le cas justement de PK14 récemment. Oui. La gendarmerie. La même gendarmette? La personne est Il y a eu décédée. un autre cas, c'était du côté d'Umbam. La personne est décédée. Enfin, vous parlez d'un autre cas Je ne où parle la pas gendarmerie d'un serait autre cas. impliquée La aujourd'hui. jeune parle pas dame d'un a autre cas. fait... Le Parce que travail de les la gens gendarmerie posaient- s'est tué. Les gens posaient la question. On reviendra, monsieur Michel Ngachou. Alors, on a également le cas de PK14. Il y a de cela pratiquement 2 semaines aujourd'hui, où un jeune a été molesté dans une gendarmerie sans une plainte. Et aujourd'hui, il est mort, il est dans une morgue. Ça n'indigne personne. Est-ce que finalement, on devrait rester mieux devant notre situation burundaise? Non, ça revient tous les jours. Et quand le REDAC ou Human Rights Watch va reprendre, on va dire on n'aime pas le pays. Oui. Ça, c'est des situations, j'allais dire, rocambolesques. Dans un état de droit, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est-à-dire, vous êtes sous le coup d'une information judiciaire, d'une enquête judiciaire, même si vous êtes à l'hôpital, on vous procède, on vous laisse faire vos soins, vous revenez, vous vous mettez à la disposition de la justice calmement. Mais il y a des cas comme ça. Moi, j'ai des cas sous les yeux. Dernièrement, lorsque vous célébrez le 23 janvier, Oui. j'ai des cas ici où un certain Ben Samuel et Bindop sont 3. Ils reçoivent, il y a un opérateur économique porte plainte contre eux, il part, il gagne le procès. Mais parce qu'ils avaient peur de tout, ils étaient même déjà différents Nobel. Vérification faite, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas coupables. On s'est levé des coups. Mais le lendemain, encore, on change de chef d'accusation, on les reprend. On les amène à la compagnie de gendarmerie. Et on retourne encore en Nobel. Il y a un changement de chef d'accusation. Donc vous avez, quand vous n'avez il y a des gens personne... tapés dans l'ombre pour pouvoir nuire aux vies des uns et des autres. Absolument. Absolument. C'est Je quoi vous ce dis un comportement? groupe, un Ben Samuel, Bindop Jean et Magnan Fils, ils sont là-bas. Moi-même, j'ai essayé de voir en recoupant auprès du procureur général de la cour d'appel du temps. Il dit non, moi je suis un peu en haut, j'essaie de voir et tout. Mais comment se fait-il qu'on, pour le premier chef d'accusation, il y a levé de coups? Mais le même moment, on vous rattrape encore, on change au projet. C'est qu'en fait, les gens décident de vous nuire. C'est pour ça le gars, il a volé un téléphone. Comme disait Dominique, on tire sur vous. Mais pour éviter donc demain que peut-être vous puissiez porter plainte contre certains éléments des forces de maintien de l'ordre, voilà, on vous colle un autre motif, un autre motif, et on vient vous prendre à l'hôpital où vous êtes en train de subir les soins relativement à la balle que vous avez reçue. Même si vous avez fait un coup d'État, vous êtes quand même interné. On monte la garde là à l'hôpital pour que vous soyez guéri pour être en même de répondre devant les juridictions. Même si c'est un coup d'État. C'est incroyable. Cher Amel, pour en sortir rapidement, c'est des images assez choquantes quand même. Monsieur Michel Ngachou, je pars du principe que nous avons vu les images sur Facebook où ce garçon était couché sur le lit. Il avait juste un drap qui le recouvrait. En aucun moment on a vu des menottes sur son pied, comme on a l'habitude de voir, ou sur son bras. D'où vient-il qu'on va dans le sortir s'il n'y a pas eu de qualification, comme dit Bombok, on va le sortir. Regardez comment est-ce qu'on le transporte. C'est choquant. Regardez si la régie peut revenir et mettre pause à l'image du début, au début de l'image. Regardez, là, mettez pause. Quelle est la position de son glucosé? Est-ce que le glucosé peut couler là, monsieur Michel? Vraiment, dites-moi, le glucosé peut couler là? On sait que dans la position qu'a ce glucosé, il y aura la remontée de sang. Lorsqu'il y a remontée de sang, il y aura pas de circulation, il y aura vertige. Vous pensez que ce gars va dire quoi de concret, de vraiment vrai, de lucide dans ce tribunal, monsieur Michel? C'est incroyable. Regardez la façon avec laquelle on le transporte, monsieur Michel. Ouais. Qui a donné ce qui donne ce genre d'instruction? Mais je pense que le ministre de la Justice, Laurent Esso, même voit ce qui est en train de se passer, monsieur Michel. Mais le ministre de la Justice devait interdire ce genre de choses. Comment est-ce qu'on peut amener quelqu'un? Et regardez, il a lavé sa blouse, on a jeté une blouse. Ça veut dire qu'il n'a même pas de vêtements à l'intérieur. Oh, et c'est dans cet état que quelqu'un va aller, vous voyez dans les films, monsieur Michel, les séries télévisées, où on dit comment ça se passe à l'autre, le médecin se pose en disant, mon patient ne sort pas. Pour que mon patient sorte, il faut que ce soit le juge ou le procureur qui fait, et il assume en cas de complication. C'est quoi ce pays dans lequel nous vivons?
Karine Santia, c'est assez compliqué. Hein. Mais il faut des solutions. Il faut rapidement une solution à ça. Vous interpellez le ministre. Interpeller le Premier ministre. Vous interpellez monsieur le Michel ministre de la Justice. Non, monsieur Michel. Je crois qu'il faut requalifier aussi les faits. Je requalifie. Interpellons le premier magistrat. Tout à fait. En espérant qu'il vous entendra. Karine. Et c'est lui le premier magistrat. Espérons qu'il vous entendra. Karine, autre sujet. Oui, on va parler du maire de Mbodmakak, Jean-Pascal Keng Niem, qui se trouve aujourd'hui à la prison centrale de Kondengui, selon certaines informations, même si d'autres nous disent qu'il est encore au tribunal criminel spécial. Il est accusé de détournement de deniers publics. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle son accusation, qu'il a perdu son poste de chef de bureau de la direction de la solde au ministère des Finances, avant de devenir maire de cette commune. Et c'est depuis le jeudi 4 février que le ministère des Finances, Lupo Moutazé, avait signé une décision portant nomination des responsables au sein de son département ministériel. Et c'est ce moment-là que Jean-Pascal Mbodmakak, il s'appelle Jean-Pascal Niem. Voilà, l'ancien maire de Mbodmakak. Oui, ancien maire de Mbodmakak aujourd'hui. Il est à la prison de Kondengui, il est accusé d'avoir détourné de l'argent quand il était encore fonctionnaire au ministère des Finances. Voilà. Allez, tout en lui souhaitant beaucoup de courage, Karine Santia. Oui, qu'il retrouve. Il souffre de quoi? Il souffre de quoi? Beaucoup de courage. Donc, beaucoup de courage. Il est beaucoup de courage. Puisqu'il va répondre justement de cette accusation devant la justice camerounaise. Donc, mais moi, quand même, ça fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas dit courage aux malades là tout à l'heure? Non. Mais attendez, on a dénoncé justement la situation. On interpelle le premier magistrat. Dominique Audrey, on a formaté notre cerveau à ceci. On lapide l'individu qui vole l'avocat et le pain pour manger. Et on applaudit le président qui détourne des milliards à banque. Merci beaucoup. Merci infiniment. On va dire qu'en ce moment, il y a une affaire qui fait grand bruit, bien sûr, concernant, on va dire ici, l'achat justement de 25 ambulances et autres produits pour lutter efficacement contre la Covid-19 au Cameroun. Le montant quand même serait de 7 milliards de francs CFA. Et on se demande exactement à combien peut coûter une ambulance. D'aucuns parlent de 258 millions de francs CFA. C'est 280 s'il vous plaît, j'ai fait le calcul. 280 millions. L'ambulance. Elle est médicalisée. Voilà. On en parlera. Rassurez-vous, on en parlera. Constille Lamy nous retrouve dans un instant. Non, on en parle, bien sûr. Voilà. On va, bien sûr, progresser, madame, monsieur. Avec vous? Oui. Ces mêmes ambulances ont coûté 162 ambulances ont coûté 8 milliards de francs CFA au Sénégal. Donc, on est en train de se poser des questions. Combien? 162 ambulances. 162 ambulances. Vous avez mis la mercuriale? Est-ce que vous avez mis la mercuriale? Mais on a acheté les ambulances, les voitures qu'on a données récemment. Malheureusement. Alors, il faut également dire, pour certainement sortir de ces sujets, que l'affaire du stade de Lembe continue encore. C'est même pas le stade de Lembe. Excusez-moi, je vous en prie. Dominique Audrey. Comment on achète les voitures alors qu'il y a le personnel malade? Je veux comprendre. Il y a des médecins malades. En fait, dans le package, si vous voulez, dans ce package, justement, il y a des voitures 4x4 qui doivent permettre justement. C'est quoi le package avec les ambulances, c'est 4x4? Oui, effectivement, c'est un package qui va. Un package, il y a des ambulances, médicaments. Oui, c'est des ambulances et des 4x4. Non, je vous dis que c'est ambulances, c'est voitures, c'est des produits justement pour lutter efficacement contre le Covid-19 qui fait dans la globalité 7 milliards de francs. Qu'est-ce qu'on fait pour que les médecins n'attrapent pas la maladie sur le lieu du travail? Ils sont 12 déjà internats au tas central au moment où on vous parle. 12 sont sur assistance respiratoire. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils ne soient pas là? Je suis mal placé. J'espère qu'on a Oda Malachi pour répondre. Courage à lui. Je ne sais pas, courage à lui qui vient nous répondre. Je vous demande si vous lui dites courage aussi. Non, mais qui vient nous répondre? Beaucoup de courage parce qu'on veut savoir. En France, on a eu une manifestation l'année dernière des médecins qui ont dit mais on est en train de sauver les gens, mais on s'expose. On a besoin de plus pour pouvoir se protéger et être à même de soigner des gens. Aujourd'hui, on a 12 médecins qui sont malades et on nous brandit les ambulances qu'on a achetées. Les médecins là vont porter les ambulances sur leur corps pour soigner les gens. Là, bien sûr, toute la question de Dominique Audrey. Allez, on parle toujours de l'affaire de ce complexe Karine Santia. Vous voulez quand même vous arrêter? On ne parle plus du complexe aujourd'hui. On parle du stade. Bon, qu'est-ce qui était à 90% terminé? Moi, ce qui me surprend, c'est que dans la déclaration de M. Ntolo, qui est le directeur justement des infrastructures, il nous fait savoir que... La commission ad hoc, oui. Que
l'hôtel 5 étoiles attendu est au sous-sol. Oui. Ça veut dire quoi au sous-sol? Ça veut dire qu'on n'a pas encore fini la fondation. Mais et les 162 milliards qu'on a voté au départ. Non, Quand vous allez au parking, il y a le quartier d'état du sous-sol. Quand vous parlez, on dit qu'on est au sous-sol. Ça veut dire quoi? Quand on dit que le parking au sous-sol, ça veut dire qu'on a fait la fondation du parking. Le parking en bas. Que oui, le parking. La seule chose qu'on devrait lui demander, c'est quel est l'axe pour accéder Au sous-sol. C'est Voilà, tout. tout à fait. C'est ça. Il faut le tunnel ou l'escalier, je sais pas. Nous sommes dans un pays des menteurs. Des boulangers. Des voleurs. Employer l'expression des menteurs à grande échelle. Vous voyez des papas qui ont atteint un certain âge avec des cheveux blancs, monsieur Michel Gachou, venir se placer devant la caméra et mentir. 32 gars 500. Venir mentir. Non, vous savez, on dit souvent qu'on veut provoquer le peuple. Ouais. Quel est l'objectif recherché derrière cette provocation? Faire le désordre, profiter du désordre, casser, faire l'enfumage en disant Et fuir. voilà ce que vous avez fait, Et fuir. c'est vous, on a essayé de faire, vous êtes On venus. refait les points. Je dis que personne ne tombe dans ce genre. Ils vont devoir rendre gorge devant les institutions fortes, monsieur Michel Gachou. Mais- On ne peut pas parler d'un complexe. Jusqu'aujourd'hui, Bombok et moi, nous travaillons sur la question du complexe industrialo-portuaire des Kribi. Jusqu'aujourd'hui. Devenu pas autonome. Non, c'est C'est dans c'est- le langage. Vous avez changé vos dates. Vous avez changé vos dates de décembre. Même si Vous la vous carte imaginez nationale, c'est 10 ans après. combien de complexes ont disparu pour devenir des stades et ceci. Vous n'avez pas dit la meilleure. Dites-le aux Camerounais que ce n'est plus 5 étoiles. C'est 4 étoiles. Trois étoiles, pas On a perdu pendant le transport de l'argent, on a perdu une étoile. Dites-le. On a perdu une étoile. Voilà ce qu'on vit dans ce pays. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des piscines, il y a des stades. Vous avez quand même il y vu a- il y a- l'espace là-bas. Mais on a une maquette qui est là quand même jusqu'à présent. Attends, vous avez quand même vu un pays Les de piscines sont maquettes. attendues. Monsieur Michel Vous avez Gachou, vu? quand vous passez en Djonjo, vous voyez écrit sur un mur non crépi, Ouais. avec 40 millions, j'obtiens mon domicile. Et on m'a en haut, cinquantenaire. En bas avec 40 millions. Et on m'a en bas, logements sociaux. Merci beaucoup. Ah, Bon, Benga. Bon, Benga me réagit. La maquette. Mais ils sont encore sur la maquette. Je ne réponds avec la- Ils sont encore sur la maquette, Bombo. Justement, vous voulez apprécier Non, cela non, comment? non, je ne suis plus dans vos choses de caméra. Ah, maman, vous êtes aussi comme cela que c'est. Qu'est-ce que vous retenez aussi? Non, non, mais attendez. Moi, l'entrepreneur en chef a négocié lui-même son marché. Vous vous rendez compte qu'à l'époque, c'est l'ambassadeur d'Italie qui parlait. Moi, je veux que l'ambassadeur d'Italie vienne nous dire où se trouve le truc, parce que le président italien a quand même été reçu ici. Oui. Alors, mais on a toujours... Il a dit qu'il y avait des lenteurs. On n'a pas administratives, encore rompu les relations diplomatiques avec l'Italie. Pas Et du pendant longtemps, pourquoi ce sont les autorités camerounaises qui viennent parler maintenant? Merci à vous, Monsieur Bon Benga. Michel Gachou, vous posez la question on- avant de on finir. a terminé, hein. Avant de finir sur la route de Coton, vous devez mener des enquêtes Non, ce route de- week-end. non, justement, au niveau de la route de Coton jusqu'au niveau de Rond-Poulain, ça n'a pas évolué. Mais vous On avez s'en dit fout. que vous avez mené des enquêtes. On s'en fout des ne vous a pas Camerounais. donné la suite. Justement, on arrive, on en reparlera. Merci à vous, madame, monsieur, de nous regarder. Merci pour l'intérêt que vous portez à Equinox Télévision et surtout au programme 10-12 le Zénith. Retrouvez-nous demain lorsqu'il sera 10h sur cette antenne. N'oubliez pas, madame, messieurs, je vous en prie, faites la politique, sinon elle va vous faire, au pire des cas, elle va vous broyer. À demain, 10h.